les troubles psychiatriques augmentent, ça flambe. Idem pour les adultes. Ah, il paraît, il faut que je le mange, c'est ça? Bon, on va le manger alors. Oui, il faut en mettre sur le menton. Enfin bref, tout ce qu'on a subi comme violence, psychologique, physique aussi, et intellectuelle. Et donc, on va commencer par Estelle Dupont, qui est une psychologue, que moi j'aime bien. Elle a une analyse très fine dès le début. Je pense qu'aussi les psychologues auraient pu s'alarmer des conséquences du port du masque dans les écoles. Elle a essayé de le faire, elle l'a fait bien d'ailleurs, et on aurait dû être plus nombreux pour effectivement s'interroger sur ça. Là encore, hein, ça fait partir de devoirs de mémoire. Comment on fait la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas? Qu'on pose le débat, voilà, qu'on pose le débat et que finalement nous décidions, et que ce ne soit pas les gouvernants qui nous imposent, quels qu'ils soient d'ailleurs. Eh bien, je laisse la parole à Estelle tout en infantilisant énormément les adultes. C'est une manifestation du totalitarisme. La politique s'est vautrée dans du management de bas étage, en fait, qui se mêle déjà de ce qui se passe dans la cour de l'école quand il y a du harcèlement scolaire, où ils sont supposés protéger les enfants. L'État doit assumer les missions régaliennes. La famille doit assumer l'éducation. Ça fait 40 ans qu'on entend crise à toutes les sauces. Enfin, moi, depuis que je suis née, ils ne parlent que de crise. Multiplication des addictions, des scarifications, 299% d'augmentation des idées suicidaires, des tentatives de suicide et des suicides chez les moins de 15 ans. Un enfant ne peut pas apprendre à parler s'il ne voit pas la bouche. Et ça, quand on le disait, quand on rappelait ce besoin pédiatrique, on était taxé de complotistes et de dangereux criminels. Qu'arrive-t-il à la jeunesse française? Son oisiveté est-elle la cause des émeutes, comme le suggère notre président de la République? À quel point la crise du Covid a pu accélérer ces désordres psychiatriques existants, les créer ou les mettre en lumière? Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la psychologue et clinicienne Marie-Estelle Dupont, auteure de ce livre « Être parent en temps de crise », publié aux éditions Guy Trédaniel. Adulte, tout en un. Voilà. Bonjour à tous et merci au CAC de m'avoir invité à parler et au docteur Coulon. Je vais essayer d'être bref, hein. On m'a dit que j'avais 5 minutes, donc pour parler de la crise des enfants et des adolescents, ça va être un peu court, mais on va essayer de s'y tenir. D'abord, je n'ai aucun conflit d'intérêt, hein. En général, les médecins doivent le mentionner, ils le font rarement. Je suis en attente de ma procédure d'appel, hein, parce que j'ai été suspendu pendant 6 mois pour, selon leur dire, avoir outrepassé les limites de la liberté d'expression, en disant ce que je vais vous dire aujourd'hui, avec un peu plus de longueur, bien sûr. Alors, les enfants, on pensait que les gens allaient réagir quand on allait toucher aux enfants. Ben non, ils ont touché aux enfants et on n'a pas réagi, hein. Les adultes étaient censés les protéger, ça n'a pas été fait. Les enfants et les adolescents viennent de traverser une crise sans précédent. Je lis mon texte pour être dans les temps. Pendant 4 ans, les adultes censés les protéger ont obéi à un non-sens total et pour beaucoup les ont maltraités, consciemment ou non. Proportionnellement, 4 ans représentent beaucoup plus pour un enfant que pour un adulte. Ça a pu paraître pour eux une éternité. Comment réagit un enfant lorsqu'il apprend qu'un mal invisible peut tuer ses parents, ses grands-parents et peut-être lui-même? C'est un peu ce que les médias ont continué à répéter. Et donc, on peut imaginer, et c'est vérifié, que les troubles anxieux et dépressifs ont augmenté considérablement. On peut lire dans un article de l'Écho, en Belgique, par exemple, la part des jeunes de 18-29 ans souffrant de problèmes de dépression a triplé, passant de 9% à 28% pendant la pandémie. Un constat d'autant plus inquiétant que les jeunes sont la force vive du futur, dit l'Écho. Les taux de tentatives de suicide chez les jeunes, d'automutilation et de toxicomanie ont explosé. Une hausse de 15% des appels des jeunes sur la ligne de prévention suicide en 2020 et de 48% des consultations pour crise suicidaire en 2019. Tout ce que je vous dis ici est documenté et référencé. Les gens qui le souhaitent pourront éventuellement demander à avoir les références. L'étude en question a été publiée dans la revue médicale Le Spécialiste.
il y a eu une hausse de 300% des tentatives de suicide selon une étude réalisée à Paris en octobre 2021. Est-ce que c'était justifié? À en voir les statistiques de létalité, non. Selon l'analyse du meilleur épidémiologiste mondial, le professeur John Ioannidis, 0,1 à 0,2% de case fatality rate, c'est-à-dire la létalité, ont été mesurés dans les pays scandinaves et en Allemagne, respectivement, en mars 2020, au plus fort de l'épidémie, soit à peine plus que pour la grippe, qui est de 0,1%. Puis sont venues les mesures gouvernementales insensées, anticonstitutionnelles, la distanciation sociale pour les adolescents, pour qui c'est vraiment primordial pour leur santé mentale de créer un groupe, de se parler, de se voir souvent, et notamment ça désamorce des problèmes suicidaires notamment, eh bien, ça a vraiment été une atteinte à leur santé mentale. Le couvre-feu, les fermetures d'écoles, les commerces non essentiels, les confinements, les masques, autant de maltraitance. Est-ce que c'était utile et raisonnable? À en croire des études préalables sur le sujet, même celle de l'OMS en 2006, il avait été conclu que non. Le professeur Henderson, qui avait éradiqué la variole, avait aussi fait en 2006 une étude qui montrait que c'était tout à fait délétère pour la population en général. On l'a aussi entendu de la part de Boris Johnson quand on a publié les Lockdown Files. Quand j'ai dit ça à l'instruction de mon procès à l'ordre national, ils m'ont dit, enfin ils ont rigolé, quoi. C'était Boris Johnson, c'était très marrant. Les RKI Files ont dit la même chose, hein, Robert Koch Institute. Donc c'était des mesures qui ont été imposées par le politique, alors que les scientifiques et les médecins qui récoltaient les données trouvaient que c'était tout à fait injustifié. Alors quelles sont les conséquences? Eh bien, les décrochages scolaires. Dans un article de la Ligue des familles, on peut lire de 2020 à 2021 et 2023-2024, le nombre d'élèves en décrochage scolaire est passé de 50 000 à 93 000. Et avec eux, l'addiction aux écrans, aux drogues, les maltraitances et abus ont augmenté à mesure que les écoles fermaient ou que les cours se donnaient à distance. Forcément, ça n'a pas été le cas chez tout le monde. C'est surtout dans les familles où déjà des tensions existaient. D'autres familles ont très bien traversé la crise. Donc, je ne suis pas en train de dire, voilà, c'est la catastrophe partout, hein, mais bon, ça s'est senti de toute façon dans les consultations, clairement. Puis, nous avons eu droit à une vaccination, enfin, une injection de produits génétiques et expérimentaux massive et, j'oserais dire, sauvage, en dépit du bon sens. Là, je pense que le docteur Coulon en a fait la démonstration, je ne reviendrai pas dessus. Et là encore, avec l'assentiment de certains adultes, des enfants payent le prix fort. On observe une hausse significative de la mortalité et des maladies graves, auto-immunes, neurologiques, cardiaques, thromboemboliques et des cancers dans une population jeune vaccinée. Actuellement, Pierre Chaillot a sorti un dernier livre qui montre que les victimes jeunes des vaccins sont très nombreuses. Donc, hein. Alors, les dégâts à long terme ne peuvent pas être encore évalués, mais on peut s'attendre quand même à ce que ça se poursuive, puisque des personnes ont toujours de la SPAC après leur vaccination 2 ans après. La confiance dans les adultes, dans les politiques, dans le système ambiant est rompue. Jamais la corruption et la perversion systémique n'ont été aussi évidentes. Le sentiment de perte de sens, d'insécurité, d'isolement n'a jamais été aussi grand. La société se déshumanise, on le voit dans les hôpitaux où les médecins ont royalement 10 à 15 minutes par patient. L'état de droit et la démocratie sont en déclin. Selon les 10 économistes, nous étions en float democracy, donc démocratie chancelante en 2020. Actuellement, on est au niveau de la Corée du Sud. La bureaucratie prend une dimension insensée. Les systèmes de contrôle et la perte de liberté, notamment d'expression, deviennent écrasants.
Donc, il y a une sorte de marasme et ils ne croient plus vraiment dans l'avenir. L'école s'immisce de manière perverse dans l'intimité des enfants. On va parler peut-être à un moment donné dans d'autres endroits de l'EVARS ou de l'EVRAS, avec des séquelles potentiellement graves à long terme, puisqu'il s'agit d'effractions psychiques. Les notions d'identité sexuelle sont remises en question, donc l'identité tout court. Hein. Et donc, je pense que pour terminer, je conclurai par ceci. Nous devons tous réparer et modifier le paradigme sociétal pour permettre à nos enfants de croire à nouveau en l'avenir. Merci. Je laisse la place. Tu vas intervenir après. Après, c'est j'ai la moi j'ai pas la trame. Tu veux en parler ou pas? Vas-y. Honneur au jeu. Vas-y, mon gars. Merci. Comment? Alors du coup, comme tout a été expliqué au niveau de la jeunesse, on nous a forcé à mettre des masques partout, à l'extérieur et à l'intérieur. Alors déjà qu'à l'extérieur, il n'y avait aucun sens, pas de transmission avérée du Covid entre personnes. Et d'autant plus, on a de plus en plus d'études dans la littérature qui mettent en évidence que le masque ne fonctionne pas en population générale et que même potentiellement pourrait causer des effets délétères sur la santé, notamment en termes d'hypoxémie, hypercapnie, c'est-à-dire en termes de déficit d'oxygénation et en cumul de dioxyde de carbone à l'intérieur du masque. Et ce n'est pas tout, il y a encore plein d'autres problèmes. Alors maintenant, on va revenir un peu sur l'histoire de la vaccination. Alors, pour revenir sur les essais cliniques ont été véritablement accélérés. Pour vous donner un ordre d'idée, habituellement, un essai clinique prend environ 10 à 15 ans de développement. Pour les vaccins Covid, on a pris moins de 8 mois pour mettre au point un vaccin avec une AMM conditionnelle. Une AMM conditionnelle qui est délivrée uniquement lorsqu'il n'y a pas de traitement approuvé dans la communauté. D'où la guerre contre l'ivermectine, l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Et il faut savoir également qu'on a différentes phases d'essais cliniques. La phase préclinique qui consiste à tester le produit en dehors de l'homme, sur des animaux ou sur des cellules en culture de laboratoire. Mais ensuite, on a les différentes phases 1, 2, 3, 4 qui ne se sont pas succédées, mais qui se sont superposées. On a mené un peu tout en même temps. Suivant. Alors, pour faire un petit débriefing sur les différents composants de ces vaccins dits ARN messagers, eh bien, premièrement, les laboratoires pharmaceutiques Pfizer, Moderna ont utilisé des excipients à base de nanoparticules lipidiques qui sont hautement inflammatoires. On a par exemple le polyéthylène glycol, habituellement utilisé pour les cosmétiques. Ce composant a une propriété hautement allergène qui est responsable des réactions allergiques et des anaphylaxies, qui sont une version très rare et très sévère de l'allergie, potentiellement mortelle. Et ces nanoparticules lipidiques sont utilisées pour délivrer l'ARN messager dans tout l'organisme. Donc le vaccin ne reste pas dans le muscle, hein, contrairement à ce qui a été expliqué. On a aussi donc la molécule phare qui est l'ARN messager modifié. En fait, on a changé une base, donc les U, on a AUCG, et on a remplacé les U par une lettre grecque, la lettre psi, qui est une pseudo-uridine. Et c'est un langage génétique totalement inédit qui d'ailleurs a des conséquences au niveau des cellules. En fait, il provoque un bug dans les ribosomes, ce qui entraîne la production de protéines de manière totalement incontrôlée, imprévisible, potentiellement associée à la production de prions, potentiellement impliqués dans les maladies neurodégénératives, à savoir la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On a aussi des études qui ont mis en évidence que potentiellement cet ARN
pourrait créer un environnement propice à la croissance tumorale. Ça a été prouvé dans un modèle de mélanome animal qui a débouché sur des métastases qui ont débouché sur un cancer du poumon. Et aussi, le risque à mentionner, c'est le risque d'intégration de cet ARN dans le génome humain, dont on a encore beaucoup de questions aujourd'hui. On a la protéine spike, en fait, c'est la protéine qui est produite par cet ARN, qui présente une toxicité vraiment généralisée, d'ailleurs, ce qui explique vraiment la diversité des effets indésirables. On l'avait dit, évoqué tout à l'heure, que cette protéine spike est un perturbateur hormonal, puisqu'il va se fixer sur les récepteurs ACE2, qui sont impliqués dans la régulation de la tension artérielle, ce qui va déboucher sur des maladies cardiovasculaires et sanguines, à savoir les thromboses, les myocardites, les péricardites. Cette protéine spike est également attaquée par le système immunitaire. Et en fait, comme les cellules produisent la protéine spike, eh bien, on va entraîner le système immunitaire à combattre également les cellules qui produisent. Donc, il y a en quelque sorte une maladie, enfin une réaction auto-immune qui se produit. Et lorsqu'on répète ces injections, eh bien, au bout d'un moment, le système immunitaire pourrait potentiellement s'épuiser au fur et à mesure du temps. Et dernier composant, bon, celui-là n'a pas été déclaré par les fabricants, mais on l'a découvert il y a quelques temps, c'est la contamination par de l'ADN plasmidique bactérien issu de la bactérie Escherichia coli. Et cet ADN, déjà, ça c'est problématique parce qu'on augmente le risque d'intégration dans le génome. Et en plus, on a découvert qu'il contient une séquence virale, EC40, qui est connue pour être oncogène, c'est-à-dire de favoriser le développement du cancer. Donc là, on a en quelque sorte une sorte de tambouille à mémé dans une seule injection, et c'est assez problématique. Suivant. Alors dès le départ, Réinfo Covid, un collectif qui a été fondé pour donner une information loyale, honnête et objective pour le grand public, dès le départ, on savait qu'au niveau des essais cliniques, les données n'étaient pas probantes pour la plupart de la population, et notamment la population qui est considérée comme à risque des formes graves du Covid. Et voilà, donc je ne vais pas vous faire le petit listing, mais en tout cas, on manquait vraiment de données probantes. Et on l'a observé dans la réalité. Suivant. Alors là, c'est l'intervention de Hélène Banoun. Je vais vous parler des effets indésirables du vaccin Covid et les symptômes du Covid long. Et pourquoi ils sont si semblables. Et pour ça, il va falloir faire un petit rappel sur la nature et la toxicité de la protéine spike du virus SARS-CoV-2. Alors, en France, le Covid long est reconnu puisqu'il existe une étude de l'INSERM, Covilev, qui est censée décrire la présentation clinique du Covid long et de mesurer son impact sur la qualité de vie des patients. Mais apparemment, il n'est pas question de thérapeutique. Alors, quels sont les symptômes du Covid long, d'après plusieurs publications que je vous ai mises ici? Alors, ces symptômes ressemblent à ceux du syndrome de fatigue chronique et de l'encéphalomyélite myalgique. Mais ils sont associés aussi, par exemple, des troubles neurologiques, comme le brouillard cérébral, des troubles cardiovasculaires, pulmonaires, cutanés, des maladies rénales et du diabète. Tous ces troubles sont en général plus fréquents et plus intenses chez les personnes vaccinées et augmentent avec le nombre de doses reçues et le nombre de réinfections, ce qui est montré dans une publication une étude qui a été effectuée chez les vétérans américains, c'est-à-dire les militaires américains qui ont été bien vaccinés. De même, la population danoise, qui est touchée à 25% par le Covid long, d'après une étude danoise, elle est vaccinée à plus de 80%. Donc de tout ça, on peut conclure que le vaccin ne protège pas contre le Covid long et que les personnes qui ont fait une maladie Covid après vaccination sont plus gravement atteintes de Covid long que celles qui n'ont pas été infectées après vaccination. Alors, comment expliquer ceci? Eh bien, ceci, ça s'explique par la protéine spike. La protéine spike, c'est une protéine de surface du virus SARS-CoV-2, le virus de la Covid. Elle forme des pointes à la surface du virus et elle lui donne son aspect couronné, d'où le nom de coronavirus donné au virus de cette famille. C'est la protéine la plus abondante de la membrane extérieure du virus et elle permet à celui-ci de se fixer sur les cellules de la personne infectée et d'y pénétrer. Et elle se fixe
sur des récepteurs, dont le principal est le récepteur ACE2, qui joue un rôle primordial dans le système rénine-angiotensine. Ce système régule de nombreuses voies métaboliques, comme l'a montré Jean-Marc Sabatier dès 2020. Et ceci a été confirmé par de nombreuses publications depuis. Et le dérèglement du système rénine-angiotensine par la protéine spike peut expliquer les symptômes de la maladie Covid aiguë, les symptômes du Covid long et les effets indésirables du vaccin qui sont similaires à ceux du Covid long que nous avons listés précédemment. Alors, ce dérèglement du système rénine-angiotensine par la fixation de spike sur la CE2 peut expliquer également d'autres maladies comme des hépatites, des maladies gastro-intestinales, des dommages sur les organes reproducteurs qui peuvent entraîner la perte de fécondité, des cancers également par modification de l'immunité innée et aussi des maladies auto-immunes. Alors, il faut aussi préciser que la protéine spike est capable de pénétrer dans le cerveau, qu'elle provienne du virus ou du vaccin. Elle est capable d'endommager les vaisseaux de tous les organes, dont ceux du cerveau. Et elle ressemble aussi beaucoup à certaines protéines humaines. Donc, les anticorps anti-spike que l'on va fabriquer vont être capables de s'attaquer à ces protéines et de provoquer des maladies auto-immunes. Et donc, le système immunitaire va cibler par erreur les récepteurs humains. Donc, la toxicité de spike va expliquer la plupart des symptômes de la maladie Covid aiguë, du Covid long et des effets indésirables du vaccin. Et pour les fabricants de vaccins ont choisi le gène de cette spike pour concevoir les vaccins ARN en particulier, Pfizer et Moderna. Parce que la protéine spike étant la plus abondante et la plus exposée du virus, elle provoque la synthèse d'anticorps chez les personnes infectées et malades. Et donc, le paradigme principal de la vaccination consiste à faire fabriquer beaucoup d'anticorps contre le micro-organisme dont on veut se protéger. Les fabricants n'ont pas pris en considération la toxicité de la spike, si tant est qu'ils en étaient informés. À mon avis, ils ne s'en sont pas préoccupés. Et voilà, donc nous avions présenté la plupart des maladies induites par le vaccin dans une étude collective, une publication collective avec Jean-Marc Sabatier. Et il faut rappeler que les vaccinés, les vaccins ARN font fabriquer aux vaccinés des taux incontrôlables et parfois très élevés de protéines spike, comme je l'ai publié dans cette publication. Donc, le Covid long est en effet associé souvent à des taux élevés d'anticorps anti-spike. Voilà l'explication de cette similarité entre le Covid long et les effets indésirables du vaccin. Et donc, la conséquence de tous ces composants, eh bien, c'est qu'on a une diversité incroyable des effets indésirables de ces vaccins, de ces produits qu'on appelle vaccins, en fait. On a donc des troubles neurologiques, on a observé des scléroses en plaques, des thromboses au niveau des vaisseaux dans le cerveau, on a des AVC, on a aussi des troubles cutanés, c'est-à-dire des maladies auto-immunes qui vont cibler les protéines de la peau. Donc, on peut avoir différents effets, notamment des nécrolyses épidermiques toxiques, c'est la forme la plus grave, qui est mortelle. C'est très, très moche à regarder. On a des maladies qui touchent le sang, évidemment, avec les thromboses, les embolies pulmonaires, qui d'ailleurs peut être aussi un effet du Covid. Donc, on retrouve également cet effet-là. Les troubles cardiovasculaires, à savoir les myocardites, les péricardites, qui d'ailleurs, les myocardites concerneraient, selon la Société française de cardiologie, 2,8% des vaccinés, ce qui est considérable. On a aussi des troubles immunitaires, donc les anaphylaxies, ça a été démontré, qui touchaient environ 1 pour 4000 vaccinations. On retrouve aussi des syndromes PACVS qui s'apparentent un peu à du Covid long, donc qui est une fatigue chronique qui semble être inexplicable et qui perdure dans le temps. Et on a bien sûr des troubles des cycles menstruels, donc qui concerneraient, alors selon une étude observationnelle italienne, c'est assez incroyable, environ plus de 50% des femmes vaccinées, selon une étude. Et on a aussi des fausses couches avec une augmentation de plus de 2300% selon le Centre de pharmacovigilance américain, le VAERS. Évidemment, tous ces effets indésirables sont documentés dans la littérature scientifique et à ce jour, on a plus de 3500 études qui ont été publiées et sont tous référencés sur le site react19.org.
Et on a aussi également des études, de nombreuses études sur des cas de cancer. Donc, ce n'est pas un truc inventé. Alors ici, pour vous illustrer, alors c'est une étude qui reprend les données du VAERS, qui démontre une augmentation de plus de 2500% des déclarations d'hémiocardites dans la pharmacovigilance. Et parmi les déclarations, plus des 3/4 des personnes ont été hospitalisées et 3% sont décédées. Donc, il ne s'agit pas de petites myocardites didounettes, hein. C'est quand même assez important. Vous pouvez continuer. Alors ici, on s'intéresse directement aux données du VAERS et on voit qu'au niveau des fausses couches, on a une augmentation de plus de 3600% et des cycles menstruels, là, une augmentation de plus de 26 000%. Le VAERS, c'est le centre de pharmacovigilance américain, c'est l'équivalent en quelque sorte de l'ANSM en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Alors ici, c'est pour vraiment prendre du recul et mettre en synthèse et en mise en perspective les conséquences de cette vaccination. Alors les données proviennent de l'Office national statistique anglais, donc de l'Angleterre, et il compare la mortalité en fonction du statut vaccinal. Donc on voit que parmi les personnes, parmi les décès, seulement 3% sont non vaccinés et 96% sont vaccinés avec au moins 2 doses. Et en fait, qu'est-ce que ce graphique montre? Eh bien, il montre qu'en fait, on a des décès largement excédentaires dans la population vaccinée, ce qui veut dire que la vaccination, au lieu de réduire la mortalité, semble au contraire l'aggraver. Vous pouvez passer. Et on observe exactement la même chose si on se focalise sur les 3 doses et plus. Et on constate même que l'excès est encore plus important en se focalisant sur cette couverture vaccinale. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Plus les gens sont vaccinés, plus il y a de morts. Voilà. Vous pouvez passer. Et en conclusion, on peut légitimement poser la question, est-ce que nous allons vers un nouveau scandale sanitaire à l'échelle mondiale? Et si oui, est-ce qu'on se dirige vers le plus important de tous les temps, de l'histoire de l'industrie pharmaceutique notamment? Merci. Pour ce qui me concerne, il marche, oui, ça. Pour ce qui me concerne, c'est vraiment le scandale sanitaire du début du siècle, vraiment. Pour avoir vu des patients, pour avoir vu le nombre d'effets indésirables. Je voudrais revenir sur un point sur les anticorps anti-S et anti-N. Les anticorps, en fait, du Covid. Le Covid a plusieurs composantes, donc évidemment la protéine spike, on vient de vous le dire, et une nucléocapside. Donc quand vous avez le Covid, vous allez fabriquer les anticorps anti-N et anti-S, qu'on va retrouver dans la prise de sang. Le vaccin, lui, vous fait fabriquer que des anticorps anti-S, puisqu'il vous fait fabriquer la protéine spike. Et une indication que je vous dis pour ceux qui éventuellement s'interrogent sur un Covid long, c'est de doser systématiquement les anticorps anti-protéine spike et anti-protéine N. Pourquoi? Parce que si vous avez, normalement, quand vous avez le Covid et que vous avez les anticorps anti-N et anti-S, il va y avoir un parallélisme d'augmentation. Donc les deux vont être augmentés. Et parfois, quand on fait les dosages, en fait, on a vraiment le grand écart entre les anticorps anti-protéine S, la spike, et les anti-N. Et en règle générale, les patients vous indiquent que ça vient, quand ils ont eu le Covid long, ça vient après une vaccination. Donc ça peut être une indication, effectivement, qu'on peut avoir un Covid long ou un effet indésirable dû au vaccin. Souvenez-vous, on vous avait dit, on a dit, il faut faire des rappels tous les 6 mois parce que le taux d'anticorps tombe très vite. C'est ce qu'on vous avait dit. Alors, il est très, très surprenant quand on fait ces dosages de retrouver parfois les gens qui ont des anticorps anti-S supérieurs à 2500 alors que normalement, ils devraient être inférieurs à 1, 2 ou 3 ans après. Ça pose des vraies questions. Le seul moyen d'être sûr à 100%, c'est d'aller en Allemagne, donc il faut y aller. Il n'y a qu'un seul laboratoire qui fait la différence entre les anticorps anti-spike Covid et celle du vaccin. Voilà, si vous voulez faire entamer une procédure, si vous voulez être sûr de ça, il faut aller en Allemagne. Évidemment, on n'a pas intérêt à le développer parce que si on se rend compte qu'il y a bien une différence, on pourra prouver que c'est bien les vaccins. Et en ce moment, tout est fait, soyons raisonnables, pour qu'on ne reconnaisse le moins possible d'effets indésirables dus au vaccin. Ça, c'est les statistiques américaines. Il faut savoir qu'en France, le biais ne vient pas des centres de pharmacovigilance, mais ça, Solideca va en parler. Le biais ne vient pas de là. Les gens font leur travail, les confrères sont compétents, ils épluchent les dossiers, ils font leur boulot. Je vous donnerai un exemple qui vous explique d'où ça vient et ça vient plus haut, en fait. Voilà. Il y a un truc là-haut. Hein? Il y a un truc là-haut, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, je voulais le faire, mais je ne l'ai pas pris. Bon, je voulais vous dire un exemple de symptômes de Covid long.
que j'ai eu, mais j'ai oublié mon papier, donc je vais le faire de tête. Un jour, je me suis déplacé pour voir une famille où il y avait un enfant de 12 ans et un fils de 15 ans qui avait un... Alors lui, c'est un Covid long post-Covid, mais j'aurais pu dire la même chose pour post-vaccinal. C'est l'exemple typique. Tout ce que je vous ai décrit, douleur musculaire intense, fatigabilité intense, trouble de la mémoire, trouble de défaut de l'attention, à tel point qu'ils sont tous les deux déscolarisés. Parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'école, ils font des malaises à répétition, etc., etc. Un était alité depuis 1 an et demi, et l'autre était en autonomie juste dans la maison, donc désociabilisé complètement. En fait, ils ont été en errance médicale parce qu'on, et c'est pas la faute de mes confrères, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est pas la question. La question, c'est que on n'a pas, enfin, on a vu que c'était un Covid long, mais on a cherché des hypothèses et on n'a pas trouvé l'hypothèse pour ce qui est, à mon avis, la protéine spike. Et donc, en fait, en traitant avec les thérapeutiques de Covid long, donc là, en l'occurrence, l'ivermectine, la vitamine D, etc., et ben en fait, ils ont retrouvé une vie sociale. Le premier a pu retourner au collège et le deuxième a retrouvé une autonomie dans la maison. Ils ont 12 et 15 ans. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme ça. Et ça fait des 2 ans et demi que ça a duré. Et donc, il faut vraiment des fois que nous, les médecins, on s'interroge sur ce qu'on fait, sur notre raisonnement et qu'on se remette en cause. Je parle de moi d'abord. Hein. Moi, le premier, hein, je ne juge pas pour les autres. Mais l'art de la médecine, c'est aussi ça. Ne jamais considérer que les choses sont acquises. Et savoir essayer de trouver là où on peut avoir une solution particulièrement. Et ces enfants-là, il y en a eu d'autres. Moi, m'ont touché particulièrement. Voilà. Donc, il ne faut pas désespérer, je le redis. Bon. Hein, la diapo suivante. Alors, diapo suivante. Solidéclat va intervenir avant moi, là. Donc, messieurs, mesdames. Et après, je vous donne un exemple, ce que c'est qu'une déclaration de pharmacovigilance. Donc, tu peux la remonter la diapo du dessus, parce que sinon, c'est le but. Voilà. Donc, on passe la parole à Solidéclat, la raison d'être et tout. Messieurs, dames, à vous. Alors, peut-être pour passer. Vas-y. Sur celle-là. Non, continue. Il faut arriver là. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter l'association Solidéclat et je parle au nom des 60 membres de l'association, dont plus de 15 sont présents aujourd'hui. Donc, notre association, elle a maintenant presque 2 ans. Voilà, on l'a fondée début 2022, fin 2022 en fait. On était un groupe à l'époque, un groupe de médecins du SLS, et on s'est retrouvés lors d'une réunion et on a tous fait un peu le même constat, de se dire, on a beaucoup de patients qu'on voit, et ces patients signalent, après leur vaccination, l'apparition de symptômes ou l'apparition de maladies ou la réaggravation de maladies qui étaient en rémission. Et vu qu'on a fait tout ce constat, on s'est dit, effectivement, ces patients, personne ne les prend en compte, leur souffrance, ils sont en errance thérapeutique, et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour eux? Donc, effectivement, la première chose, c'était déjà, pour faire un lien, il fallait déjà que ces effets, enfin, en tous les cas, ces effets secondaires qu'ils déclaraient, soient déclarés en pharmacovigilance. Et on sait très bien, d'après de nombreuses études, que les déclarations en pharmacovigilance représentent un taux très faible, c'est-à-dire entre 1 et 10% selon les études, et ce n'était pas du tout uniquement suite au vaccin Covid, mais c'était déjà connu depuis de longues années pour d'autres produits de santé ou événements indésirables quels qu'ils soient. Les raisons à cette sous-déclaration sont nombreuses. Hein. Donc, c'est la méconnaissance du système de pharmacovigilance, c'est le fait de se dire ça ne sert à rien de déclarer. C'est également la certitude de l'innocuité du produit administré, en l'occurrence dans notre situation, les vaccinations Covid. C'est également le manque de temps. Hein. Les déclarations sont très chronophages. Pour un professionnel de santé, on verra que pour Solidéclat, c'est beaucoup plus, mais pour un professionnel de santé, c'est au moins 1 heure de déclaration à mettre dans un emploi du temps déjà surchargé. Et puis également, ce qu'on retrouve, c'est la peur de la sanction. Alors du coup, on a créé cette association dont le but était d'aider les patients et de pallier cette sous-déclaration. Alors tout d'abord, effectivement, les patients, hein, on l'a dit, les patients venaient vers nous, déjà les écouter dans un premier temps, pour eux, c'était déjà soulagement. Le fait qu'on puisse prendre en compte leur souffrance, déjà pour eux, était déjà une première étape.
les aider effectivement à remplir et à faire leur déclaration. Et de toute façon, c'était une étape préalable à toute action judiciaire qu'ils auraient voulu mener auprès de l'ONIAM ou autre. Aider également les professionnels de santé. Pourquoi, je l'ai dit, ce sont des démarches extrêmement chronophages et certains professionnels de santé, en particulier des médecins, nous adressent les patients pour qu'on puisse faire la déclaration et ainsi ne pas avoir le temps ne pas avoir à le faire. Troisièmement, l'idée, c'était de renforcer le système de pharmacovigilance, le fonctionnement. On s'est dit que plus on allait déclarer, plus on avait de chances d'obtenir des signaux, des imputabilités sur des effets secondaires, et donc d'obtenir une reconnaissance des patients, qui était donc une première étape pour leur prise en charge, à la fois thérapeutique et autre. Alors, on a créé donc cette association, là je vous montre, on l'a faite on a créé 5 régions, les régions 1, 2, 3, 4. Et pour chaque région, donc, il y a une coordinatrice. Nous sommes actuellement donc une soixantaine de soignants dans l'association. Alors, quand je dis les soignants, ce sont les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes et infirmiers. 5 coordinatrices et puis une juriste, parce qu'il a fallu également travailler beaucoup sur toute la question juridique, que ce soit bien évidemment la charte que nous avons tous signée, cette charte qui va, j'en parlerai, qui va garantir tout d'abord le secret professionnel, le secret médical, à la fois pour les coordinatrices, tout ce qu'elles ont entendu, et à la fois pour nous, soignants, comme si on était avec un patient. Donc j'en profite pour dire donc que les membres de Solidéclat ne communiquent jamais sur un dossier, ne donnent jamais le nom d'un patient, même si ce sont des dossiers qui peuvent de temps en temps arriver dans la presse. Solidéclat n'en parlera jamais. Ça fait partie de ce à quoi on s'est engagé vis-à-vis des patients qui nous font confiance. Donc nous sommes bien sûr tous bénévoles, dénués de conflit d'intérêts, je le dis puisque ça a été dit tout à l'heure, il faut effectivement qu'on le redise, et nous avons tous signé cette charte dans laquelle nous nous engageons à un certain nombre de choses, mais tout d'abord à accueillir les patients avec bienveillance, avec professionnalisme, à respecter leurs demandes, leur consentement, s'ils ne veulent plus, on arrête, et puis s'abstenir de tout jugement. Donc, les coordinatrices, donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, deux façons de nous... Tu peux passer, s'il te plaît? Deux façons de nous contacter. Voilà. Soit à travers notre site internet, www.solidéclat.info, soit avec le numéro de téléphone national. Et ce numéro de téléphone national va pouvoir ensuite amener, en tapant à la poste 1, 2, 3, 4, 5, vers une des coordinatrices régionales, dont je vais vous expliquer le fonctionnement, et qui ensuite prendra en charge les patients. Donc, deux acteurs principaux dans notre organisation de l'association, donc les coordinatrices. Donc, les coordinatrices, sont le premier lien avec le patient. Donc, c'est vraiment un lien extrêmement important. Et elles ont un rôle, au départ, d'écoute, parce que les gens qui arrivent vers nous sont des gens qui souvent n'ont pas été entendus avant, qui sont en errance thérapeutique, ça a été dit tout à l'heure. Et donc, le premier rôle, c'est l'écoute. Ça peut prendre, suivant les cas, un certain temps. Et ensuite, c'est elles qui vont expliquer aux patients comment va se dérouler la procédure et surtout leur demander un consentement. Donc, il y a un bon de consentement qui leur est envoyé. Et la démarche ne commencera pas tant que le bon de consentement n'est pas revenu vers Solidéclat. Ce bon de consentement nous mandate pour faire cette déclaration avec le patient et l'envoyer à la pharmacovigilance. Alors, ce qui est très important, c'est que les coordinatrices ne reçoivent jamais aucun document médical. On est vraiment resté dans une démarche qui est une démarche professionnelle. Donc, elles reçoivent les éléments administratifs des patients, mais elles n'ont pas de documents médicaux et en fait, elles pourraient même ne pas savoir du tout de quoi se plaint le patient.
Une fois qu'elles ont reçu ce bon de consentement, elles vont mettre le patient en lien avec un des soignants de Solidéclat. Voilà. Et à ce moment-là, elles n'interviennent plus, sauf s'il y a une problématique interne. Et le soignant de Solidéclat va aider le patient à faire sa déclaration, va envoyer la déclaration à la pharmacovigilance, et c'est lui qui sera ensuite l'interlocuteur de la pharmacovigilance si les gens du CRPV, donc du Centre régional de pharmacovigilance, puisqu'il y en a un ou plusieurs par région, de son domicile, et c'est ce soignant qui va recevoir les conclusions de la pharmacovigilance. Et je redis, j'insiste toujours, tout ça dans le respect du secret professionnel, comme si on était dans nos cabinets avec nos patients. Alors, les bénéfices, les difficultés. Pour les patients, alors, je l'ai dit au début, hein, un grand bénéfice déjà, c'est le fait de se sentir écouté, hein, alors qu'ils ne l'ont pas été avant déjà. C'est déjà un grand pas, hein, vers la guérison. En tout cas, c'est un premier pas. Des difficultés pour aller au bout des déclarations parce qu'on a affaire à des patients qui sont souvent dans très mauvais état de santé avec des troubles cognitifs. On en a parlé tout à l'heure. Et qui, en plus, ne savent pas toujours bien manier l'informatique. Donc, on se trouve face à un certain nombre de contraintes, mais on arrive à trouver des subterfuges et faire autrement pour y arriver quand même. Hein, parce que ce que je n'ai pas dit, ou j'ai peut-être dit, c'est qu'une déclaration entre le moment où le patient va appeler et le moment où la déclaration sera envoyée à la pharmacovigilance, il faut compter au moins 4 à 5 heures de travail. Donc, on peut... les coordinatrices, hein, donc pour les coordinatrices, c'est vraiment aussi un gros travail, c'est extrêmement chronophage, et plus le temps avance, plus on a de demandes, et bien plus elles y passent de temps. Voilà, toujours bénévoles, donc je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais vraiment un immense merci à elles, hein, sans lesquelles Solidéclat ne pourrait pas exister. Elles sont parties au début en se disant on va faire ça tranquillement, et en fait, bah non, c'est pas du tout tranquille. Et puis, les retours des CRPV. On voit au fur et à mesure du temps qu'il y a une modification des relations avec les CRPV, que ça se passe mieux avec certaines, en tous les cas, avec des relations très cordiales, constructives, et des retours qui sont de plus en plus fréquents. Alors, les demandes à Solidéclat, c'est en constante augmentation, et surtout, depuis le début de l'année 2025, hein, on voit vraiment, c'est une augmentation exponentielle, hein, puisqu'on a doublé les demandes. Donc, on va se trouver confronté, comme on peut l'imaginer, après, à quelques difficultés internes. On va en parler. Hein, on voit bien, à travers tout ce qui est dit, hein, que même les articles dans la presse, que la parole se libère, que des choses... voilà. Et puis, on se retrouve aussi avec des situations, effectivement, de plus en plus complexes, hein, de plus en plus graves. Voilà, je ne vais pas tout raconter, mais avec des dossiers qui sont extrêmement compliqués. Alors, bon, évidemment... Hein, on est tous bénévoles, mais faire marcher une association de près de 70 personnes, on a quand même quelques frais. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez envie de nous aider, hein, sur le site, vous pourrez nous faire un don. Et puis, dernière chose, hein, j'ai dit, on a des demandes de plus en plus nombreuses. Et avec 5 coordinatrices et 60 soignants, malgré toute leur bonne volonté, hein, parce que la majorité, beaucoup sont encore en exercice, et ben là, on va se trouver à un moment où on va avoir du mal à répondre à la demande. Donc, on a vraiment besoin de bonne volonté. Donc, de médecins, exercice ou non, de chirurgiens dentistes, de pharmaciens, de sages-femmes et d'infirmiers pour venir nous aider. Voilà. Plus on est nombreux, moins ça prendra de temps par personne et plus on aidera les patients. Voilà, j'ai dit. Si vous avez des questions, Benjamin, je vais en rajouter. C'est à Vic, mais est-ce qu'à Vic était prévu? Non, c'est pas à Vic. Bah si, c'est la fiche qui est après. Non, ça c'est à la fin, il n'y a pas ça. C'est pas grave. Diapo suivante, je peux la mettre. Alors, ça c'est une association de victimes d'effets indésirables des vaccins que vous pouvez contacter, mais il y en a plein, hein, donc on va la laisser. C'est la première fois qu'on a une maladie de Charcot d'imputabilité qui a été faite par le Centre de pharmacovigilance. C'est un pas important.
Il n'y a pas un témoignage de l'ARS? C'est le de machin. Et après, il n'y a plus rien? Ah non, c'est lui, là. On remonte, c'est bizarre, je pensais qu'on avait. Non, bah non, il y a rien, tout solide écart. Moi, j'ai pas vu. Bon, on va continuer. C'est pas... Bon, on va passer à la deuxième pour le solide éclat. On va passer au syndicat Liberté Santé. On va passer ça, mais on va vous rappeler quelques bons mots de nos élus politiques. Ça va vous rappeler des souvenirs. Oui, vas-y. Que le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui est non seulement très efficace pour lutter contre l'apparition de formes graves de la maladie, mais aussi un vaccin sûr, sans danger. Suivante. Vous voulez que je vous donne un chiffre? Il y a 20 fois plus de risques d'avoir un enfant prématuré quand on est une femme enceinte non vaccinée. Je vous donne un autre chiffre. Hélas, il y a 3 fois à 5 fois plus de risques de mort fétale in utero lorsqu'on est une femme enceinte non vaccinée. Continue. Bien, on vous a rappelé ça, pourquoi on peut effectivement s'agacer, être choqué, surtout maintenant ce qu'on voit maintenant. Si vous bien vous rappelez le contexte, on pouvait dire le contraire de la vérité et on n'était pas sanctionné pour autant. Et oui, c'est insupportable, je le conçois parfaitement, hein, mais n'empêche que ça a été dit par nos élus, par nos responsables. Oui, on est bien d'accord, la question ne se pose pas, mais que chacun d'entre nous l'entende et que la prochaine fois, on soit plus vigilant encore. On va passer la parole à Solide Éclat. J'ai bien peur qu'il y ait une prochaine fois. Pardon, le syndicat Liberté Santé. Lison, si tu veux bien venir. Je t'encourage fortement. Alors, avant que Lison intervienne, on n'a pas mis le document, je pensais l'avoir. Les centres de pharmaco, ils font vraiment leur travail, ça c'est pas le souci, ils le font bien avec leurs moyens qui leur sont accordés. Mais il y a un blocage. Le blocage avait fait une déclaration sur une déclaration de trouble du cycle et des règles chez une jeune femme qui a été prise en considération par le centre de pharmacologie avec une amélioration sous ivermectine. C'est libellé. Mais à la fin, le centre de pharmaco met ce qui est considéré par l'Agence nationale du médicament. Et ce qui est considéré au jour d'aujourd'hui, alors que moi, le témoignage que j'avais mis, c'était après la 3e dose et que ça continuait au jour où j'ai vu la patiente, donc 2 ans après. Ce qui est retenu actuellement aujourd'hui pour les troubles du cycle et des règles, c'est simplement après la première dose et transitoire pendant 3 mois. Et vous vous rendez compte de tout l'écart qu'il y a. Les centres de pharmaco font leur taf, ils envoient la documentation et nationalement, on en reste à ça. Mais on n'a pas le document, j'aurais voulu le montrer, c'est pas grave. Donc, messieurs, dames du syndicat Liberté Santé, disons. Merci Jean-Jacques, merci docteur Coulon. J'accueille aussi Yves et Maître Prigent, s'il vous plaît. Donc moi je me présente, bonjour à vous tous. Merci de votre accueil. Je m'appelle Lison Brugnon, je suis présidente du syndicat Liberté Santé que je représente aujourd'hui. Yves. Bonjour, je suis le vice-président du syndicat Liberté Santé, je suis un soignant toujours en exercice. Je suis soignante aussi, toujours en exercice. Et Maître Avocat au barreau de Paris, je suis l'un des avocats du syndicat. Voilà, donc on est en plus en présence d'un de nos avocats aujourd'hui. Donc je commencerai à prendre la parole. Alors, on me dit de me rapprocher de vous centrer, donc rapprochons-nous, venons nous asseoir tous ensemble, puisqu'on est à la fin en plus de la réunion, enfin de cette présentation presque. Tout ce qui a été dit là, on arrive à la fin de cette rencontre bientôt. C'est très émouvant. À chaque fois, on est confronté à ce qui s'est passé, ce que nous avons tous vécu. Certains l'ont vécu plus difficilement que d'autres, avec une conscience différente. On est tous différents. Et on a tous besoin de soins. Voilà. Là, on a fait le tour du monde avec tout ce qui a été présenté. On a fait le tour du soin aussi, avec toutes les données qui ont été exposées, avec un système de santé qui est déjà fragilisé depuis des années, qui a continué à se fragiliser et que la crise Covid provoquée par, j'ose le dire, a fragilisé encore plus, avec des décisions politiques qui ont été prises qui n'ont pas satisfait tous les soignants ni tous les patients. Donc aujourd'hui, on est dans ce constat, grâce à ce tour du monde que vous avez fait en présentant tout ce que vous avez présenté, que ce n'est pas qu'en France ce qui s'est passé. C'est dans le monde entier.
Le virus, il est parti partout. On n'avait plus le droit d'ailleurs de sortir à certains moments. À d'autres, on avait le droit de sortir. Ils se promenaient la nuit, ils ne se promenaient pas la nuit. Enfin voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais il est allé partout. Tout le monde a vécu ce qu'il a vécu avec ce qu'il est et avec sa conscience, comme je l'ai dit. Les soignants, des grands professionnels de la santé, que ce soit voilà, du professionnel qui travaille dans un bureau ou un grand professeur, se sont tous posé la question à un moment donné, il se passe quelque chose. Nous, on est sur le terrain, on voit. Nous, on a fait des études, nous savons. Et surtout, nous avons envie de continuer à observer et à rechercher. Parce que comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, la médecine, c'est ça aussi. C'est continuer à savoir, à chercher, à comprendre, à informer et continuer à discuter tous ensemble. Là, ce que j'aimerais dire maintenant, c'est merci aux journalistes qui ont pu se positionner en faisant circuler les informations et qui ont vraiment cherché, fouillé et écouté toutes ces personnes et qui ont diffusé l'information pour que ces personnes réfléchissent à leur choix, prennent un choix, vraiment, fassent un choix. Et ce que je déplore, c'est les journalistes, et s'il y en a un dans la salle du journal du coin, je me permets de le dire, faites votre travail. Monsieur l'a dit, messieurs, tous les professeurs, tout le monde le voit. C'est vrai ce qui s'est passé. Faites votre travail. Arrêtez de nous salir. Nous sommes des humains, des professionnels qui travaillons avec notre cœur, avec notre âme. Tous les jours, nous sommes au service. Et tous ensemble. Et c'est pour ça que le syndicat s'est créé. Mon introduction est peut-être un peu longue, mais elle me paraissait nécessaire. Le syndicat s'est créé parce que des professionnels, déjà depuis de nombreuses années, avaient pris conscience de ce qui se passait pour le système de soins. Si on a fait ce métier, c'est une vocation, c'est en conscience. Et c'est aussi avec notre cœur et notre âme que nous travaillons, même si on nous apprend à les laisser de côté. Nous travaillons avec toute notre empathie. On a besoin de se mettre en présence de la personne pour l'accompagner dans son quotidien, dans sa maladie, dans sa souffrance. C'est pas juste comme ça, comme le disait Jean-Jacques, de l'intelligence artificielle, des prescriptions qui maintenant vont être envoyées aux pharmacies. Non, c'est beaucoup plus vaste que ça, le soin. Et c'est humain. Et c'est pour ça que des professionnels de la santé, déjà conscients de ce qui se passait, ont voulu se rassembler pendant toute cette crise sanitaire et avec l'arrivée de la loi du 5 août en disant « Nous, professionnels, nous ne souhaitons pas faire ce choix et nous ne ferons pas de chantage. Nous ne subirons pas et nous n'irons pas dans le chantage à la vaccination pour continuer à travailler, pour continuer à gagner notre vie. Non, nous allons montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe et que nous allons faire le choix, en conscience, de même renoncer à notre travail, quitte à tout perdre. Et c'est ce qui s'est passé pour certains, pour un grand nombre. Donc le syndicat s'est créé, merci à à toutes les personnes qui ont créé le syndicat. Nous en faisons partie, mais nous prenons le relais de la première, on va dire, le premier groupe de médecins principalement qui ont créé le syndicat. Excusez-moi. Et donc aujourd'hui, nous prenons le relais sur le syndicat qui s'est créé pour accompagner donc des professionnels de la santé, certes, au moment de la crise Covid, et continuer maintenant et après. Dans cet accompagnement, il y a eu déjà toute la partie, on va dire, subsistance, avec des donateurs que je remercie aujourd'hui encore pour avoir aidé des milliers de soignants à continuer à vivre leur quotidien correctement, puisque selon la loi, ils ne pouvaient plus travailler. Et nous avons continué aussi donc, dans nos missions de syndicat, puisque c'est défendre le droit du travail, mais ce syndicat est plus qu'un syndicat. C'est un regroupement de personnes, et j'en vois plein ici présentes aujourd'hui qui ont participé à sa création et qui participent encore aujourd'hui à son évolution.
C'est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes valeurs au niveau du soin, qui désirent le préserver, continuent à travailler avec sa conscience, son cœur et tout son professionnalisme, qui continuent à accompagner des soignants qui, eux, ont eu, à un moment donné, une position, une prise de conscience, comme Jean-Jacques et d'autres médecins qui sont dans la salle, qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas été écoutés, puisqu'il n'y a pas eu la place, il y a eu la place à un seul discours, il n'y a pas eu de place pour un débat contradictoire. Et normalement, dans toute l'histoire de tous les médicaments qui sont mis sur le marché, je mélange un petit peu le droit, les médicaments, mais bon, on est quand même dedans, hein, il y a toujours des études, des gens qui se regroupent. Et là, sous prétexte d'une crise sanitaire, pof, on balance ça comme ça. On ne laisse pas le choix aux professionnels qui ont signé des contrats en fait de travail. On leur dit oh ben non, votre contrat de travail c'est pas grave, il n'y a pas d'avenant. Hein, là, vous avez signé maintenant, mais vu que vous voulez pas accepter ce qu'on vous demande, on passe dessus. Tout est bafoué à un moment donné. Donc non, rassemblons-nous. Constituons des associations continuons à créer des associations comme l'a fait Solid Éclat. Donc, ils ont parlé du SLS, mais oui, c'est des médecins qui ont pris conscience qu'il fallait créer des choses. Et le syndicat, c'est plus qu'un syndicat. C'est l'endroit où on se rassemble, c'est l'endroit qu'on fait vivre pour voir à l'extérieur ce qu'on voudrait voir et ce qu'on voudrait vivre. Donc, c'est plus qu'un syndicat. On s'est appelé syndicat parce qu'un syndicat, ça a une posture au niveau juridique. Voilà. Mais il ne faut pas penser qu'on est comme tous les autres syndicats qui ne sont pas positionnés, sauf dans quelques syndicats locaux, en fait, qui se sont vraiment investis pour le droit du travail. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est... on voulait parler quand même de la... J'ai parlé avec mon cœur, hein, désolé, je n'ai pas du tout dit ce que je voulais dire, mais j'ai parlé avec mon cœur. On est dans la procédure donc, ordinale avec Jean-Jacques. Le syndicat s'est positionné pour remettre le Conseil de l'ordre, enfin la déontologie à sa place. Et je passe la parole à Yves, qui va dire une phrase courte. Alors, on va essayer d'être court, désolé, mais... Voilà, effectivement, sur les procédures ordinales, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est que quand on voit qu'on a certains de nos confrères, essentiellement des médecins, mais pas seulement, hein, qui aujourd'hui, donc plusieurs années après, sont convoqués par les conseils de l'ordre pour des procédures où on va leur reprocher finalement d'avoir pris soin de leurs patients et d'avoir éventuellement prescrit tel ou tel médicament. Donc nous, en tant que syndicat, mais aussi en tant que soignants et même en tant que citoyens, on est choqués de voir que 3 ans après, on a cette attitude agressive des conseils de l'ordre, et même si ça ne fait pas la une des médias, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans les semaines qui s'écoulent là, on a nos confrères qui sont traînés au conseil de l'ordre. Alors certains sont plus médiatisés, mais des praticiens lambda se retrouvent au conseil de l'ordre. Et donc, quelle est la réponse qu'on peut apporter ? En tant que syndicat, la première réponse qu'on va apporter, c'est bien sûr d'essayer d'être aux côtés de ses confrères quand ils sont convoqués. Et puis, une autre forme de réponse, et là, je vais du coup laisser la parole à Maître Prigent, c'est l'action que le syndicat a voulu mener, qu'on a appelée l'action des 9 bonimenteurs, où on a voulu que tous les praticiens soient finalement à la même enseigne, et pas seulement les praticiens ordinaires que nous sommes, mais les praticiens que vous voyez il y a quelques minutes, hein, qu'on avait à l'écran juste avant, que vous connaissez bien, et qui ont fait la une du 20h, et qui ont proféré... j'entends toujours avec surprise quoi, les chiffres que Véran pouvait annoncer comme ça au journal de 20h. On ne sait toujours pas d'où il les sort. Et donc, ça nous a amené à mettre cette action en place, qui est l'action des 9 bonimenteurs, où on veut que ces médecins de plateau soient également des comptes à rendre devant les conseils de l'ordre. Et c'est donc cette action qu'on mène aujourd'hui avec l'aide de plusieurs avocats. Je vais laisser Maître Prigent dire un mot sur les dossiers dont il a la charge. Merci, Maître, en tout cas, d'être à nos côtés. Merci beaucoup. L'action contre les 9 bonimenteurs repose sur 2 idées, c'est protéger et punir. Quand je dis protéger et punir, pourquoi ? Protéger parce que la base de mon métier, je ne suis pas soignant, je suis avocat, c'est que la règle soit la même pour tout le monde. Mon métier n'a de sens que si les mêmes faits sont jugés, qualifiés, punis ou non punis de la même manière. Si on commence à dire,
pour les mêmes faits, l'un va être puni et pas l'autre. J'arrête mon métier, je deviens moniteur de planche à voile. C'est une autre vie, c'est intéressant, mais ça n'a plus de sens. Or, qu'est-ce qui a été reproché à de nombreux médecins qui ont essayé de soigner? Le cas du docteur Coulon, qui a été mentionné tout à l'heure, était très intéressant. C'est de dire, notamment, vous avez abusé de votre liberté d'expression en présentant vos théories ou convictions personnelles comme des certitudes éprouvées, partagées par tous les médecins, dont acte. Mais à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que c'est avant tout une action de protectrice, parce que si on le dit pour le docteur Coulon, pour d'autres qui sont poursuivis malheureusement, à ce moment-là, il faut l'appliquer à tous les autres. Et alors, notamment, j'ai été chargé, je remercie le syndicat de sa confiance, de 2 cas contre les professeurs Mégarban et Deray. Vous les écoutez. Les bonshommes, alors déjà, n'ont aucune certitude de rien, mais ils vous disent une chose, et puis ils vous disent littéralement le contraire 6 mois plus tard. Effectivement, quand j'étais formé, on m'avait dit, tu sais, à partir du moment où un bonhomme commence à se contredire, normalement, c'est qu'il est coupable. C'est assez simple. Mais là-dessus, pourquoi cette action est-elle utile avant tout pour protéger? C'est parce que ça permet de dire, si vous voulez sanctionner ceux qui ont abusé de leur liberté d'expression, soi-disant en présentant leurs convictions comme des certitudes, commencez par abuser par condamner ceux qui auraient commis cette infraction, non pas dans le secret de leur cabinet où il y a 1, 2 ou 3 personnes pour les entendre, on fait rarement des conférences pour donner un diagnostic, et puis c'est le bonhomme qui avait son rond de serviette sur BFM ou sur LCI et qui parlait à 300 000 personnes, ça a peut-être eu un peu plus de conséquences que si vous parlez à 3 personnes. C'est le premier aspect, c'est protéger. Le deuxième aspect, c'est punir. Pourquoi ? Parce que c'est l'angle que nous avons choisi avec le syndicat Liberté Santé. On peut tout à fait avoir ses convictions, ses croyances, ses opinions en tant que médecin. C'est tout à fait possible. On en a tous dans notre vie. Par contre, et c'est un peu comme un avocat lorsqu'il parle en matière juridique, la règle déontologique est à peu près la même. Si vous parlez en tant que médecin en disant « moi je suis sûr avant de quelque chose », pas, il y a une hypothèse, on n'envisage que, si ça se trouve, le vaccin empêche la transmission, si ça se trouve, non, moi j'ai plutôt l'impression que oui. Là, on parle avec mesure, prudence, il n'y a pas de problème. Mais si vous commencez à affirmer des certitudes, par exemple, il n'y a jamais d'effet indésirable, vous n'aurez jamais besoin d'être réinjecté, en réalité, ce vaccin empêche entièrement la transmission, alors que là, vous parlez avec vos sentiments personnels, mais en inspirant une confiance liée à votre qualité, vous êtes proche de l'escroquerie au sens pénal, pas forcément dedans, là il y a un véritable débat, mais vous commettez une véritable infraction déontologique parce que beaucoup de gens, par exemple, se sont fait injecter en se disant « attendez, moi j'ai entendu le professeur Mégarban, le professeur Deray, en plus on lui a donné un rond de serviette devant 300 000 personnes à 47 reprises, ça m'inspire confiance ». Et même la déontologie, c'est pour ça que la sanction contre ces fautifs est particulièrement importante, la déontologie, que les gens ne connaissent pas les articles précis du Code de la santé publique, mais se disent de façon générale, si un médecin raconte quelque chose de façon publique à de nombreuses reprises, c'est quand même que d'une façon ou d'une autre, ça doit être validé, il doit être quand même sûr de son coup. Or, la réalité, c'est qu'ils étaient sûrs d'absolument rien, et eux méritent de véritables sanctions. Pourquoi les procédures sont-elles longues? Les procédures sont longues parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème. Ils auraient été ravis, c'est tout à fait possible dans le code de justice administrative, de nous dire, bon, barrez-vous, on juge ça sur un point de table, ça arrive très souvent, et vous imaginez bien, vous êtes un juge, comme dans n'importe quel métier, si vous pouvez trancher quelque chose en 3 minutes ou en 3 jours et dire, hop, je me suis occupé d'un dossier, on le fait, c'est normal. Puis surtout que là, ils sont quand même, le Conseil de l'ordre a plutôt une sorte de partialité contre nous. Là, c'est très différent. Là, ils se disent, ah, on a des vrais problèmes. Donc, en face, on voit arriver des mémoires de 30 pages avec 300 pages de pièces, parce que justement, ils disent que c'est difficile, et c'est comme dans les instructions criminelles, si ça dure longtemps, c'est qu'à veut dire en réalité, il y a un véritable problème du point de vue d'une mise en cause. Merci, Maître Prigent, pour ces explications qui recadrent le débat. Je voulais, si j'ai encore quelques minutes, en fait, faire une réponse à certains de nos adhérents, ou en tout cas des gens qui sont proches de nous et qui nous interpellent et nous font des reproches qu'on entend toujours avec intérêt. Et ce qui est toujours troublant, c'est quand en fait on a des reproches qui peuvent être opposés. Donc, pour être très pragmatique sur ce dossier-là, certains vont nous reprocher de ne pas en avoir fait assez. Donc, on mène cette action contre, pour l'instant, 9 médecins de plateau, et on nous dit pourquoi vous n'en avez pas fait plus, parce qu'évidemment, nombreux sont les autres médecins qui mériteraient sans doute d'être aussi interpellés et amenés devant les ordres. Donc pourquoi 9 ? Oui, on a des moyens limités, donc on a des objectifs à taille humaine, et pour l'instant, on a ciblé ceux qui avaient été les plus présents. Première chose.
d'autre part, toutes ces procédures ont aussi un coût, une durée, nécessitent un investissement. Donc, est-ce qu'on en fait assez? On essaie de faire, avec les moyens qui sont les nôtres, une action qui puisse être significative. Donc, on aurait pu faire plus. Est-ce qu'on pourrait, d'un point de vue juridique, ce sont des procédures, Maître Prigent l'a rappelé, qui sont actuellement des procédures ordinales, et on nous reproche aussi de ne pas faire de procédures pénales. Et la réponse, c'est peut-être que ces procédures arriveront. On commence par ce premier échelon, et puis, bien sûr, qu'on se réserve le droit, si jamais les conseils de l'ordre ne nous entendaient pas, d'aller plus loin. Donc ça, c'était pour la réponse à ceux qui nous disent est-ce qu'on n'en faisait pas assez. Exactement. Et donc, on va faire comme Solid Éclat, on va faire un appel aux dons. Vos dons sont les bienvenus, notamment pour soutenir cette action. Vous pouvez aller sur notre site. Et pour ceux qui nous disent qu'on en fait trop et qu'on est dans le passé. Donc, ce reproche, ça m'a interpellé parce que, est-ce qu'en faisant ces procédures, on reste dans le passé? Eh bien, la réponse est non. Comme je le disais tout à l'heure, les convocations ordinales, c'est pas se poster en victime dans le passé, c'est aujourd'hui défendre nos confrères qui, aujourd'hui, ces semaines, ce mois-ci, sont convoqués au Conseil de l'Ordre. Donc, on n'est pas resté figé sur le début de la crise il y a 3 ans. On est dans la défense aujourd'hui des professionnels en action. Et ces actions, elles ont du sens parce que, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Jean-Jacques, pourquoi on veut cette reconnaissance d'une faute? C'est parce qu'on veut que ça serve pour l'avenir et que aujourd'hui et dans les épidémies à venir, eh bien, tous les professionnels de santé aient cette reconnaissance d'avoir le libre choix de patients et de traitements pour leurs patients. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, cette liberté de prescription pour les médecins et les autres soignants est remise en question, la liberté de parole des soignants est remise en question, et donc en s'attaquant à ces dossiers avec ces procédures, on est bien dans la construction du futur et de maintenir le libre choix de soins et le libre choix d'action pour les soignants. Voilà ce que je voulais répondre. Merci de votre soutien, merci pour tout ce que vous faites tous au quotidien. Continuons, fédérons-nous et gardons l'espoir. Nous allons passer la parole à Éric Menat, à qui je vais donner le micro. Si vous voulez. Allez, venez, on reste. Ah, celui-là ou... Je me sens moins seul. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Éric Menat, je suis médecin. Je voudrais remercier Jean-Jacques et toute l'organisation de me permettre de m'exprimer quelques instants. J'avais préparé quelques diapos, mais elles ne sont pas arrivées. C'est les mystères du net. Donc, je vais le faire en live. D'abord, je voudrais rappeler, comme mes confrères, que je n'ai aucun conflit d'intérêts. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais là? Moi, alors Jean-Jacques m'a demandé de parler un peu de liberté de prescription. Alors, je ne vais pas parler de liberté de parole, mais encore que ça ne va pas être loin. Et je vais essayer de vous l'exprimer sous un angle un peu particulier. Donc, moi, j'ai été particulièrement choqué dès le départ de cette histoire Covid quand on nous a interdit de prescrire. C'est quand même la première fois quand même qu'on interdit de prescrire. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. C'est absolument passionnant et formidable de refaire cette historique. En plus, j'ai quasiment, je crois que j'ai entendu aucune erreur ni mensonge. Alors, bon, on verra. Mais si vous voulez, moi, j'ai une histoire particulière parce que ça faisait, au moment où le Covid arrive, 15 ans que je m'occupais de maladie de Lyme chronique. J'ai la joie de travailler avec le professeur Perron depuis voilà, plus de 15 ans. Peut-être 20 ans maintenant, et puis je travaillais, on en parlera juste après je crois, avec le professeur Montagnier aussi sur les infections froides, et donc il se trouve que ça faisait plus de 10 ans à ce moment-là que j'utilisais un traitement dans les Lyme chroniques qui s'appelait hydroxychloroquine et azithromycine, et ça marchait super bien, et on savait surtout très bien qu'il y avait 0 effet secondaire. Donc quand le professeur Raoult nous a parlé de ce protocole, ça a été le premier qui est sorti avant l'ivermectine, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant, on va l'essayer, on le connaît, donc on n'a pas de surprise. Et effectivement, on a eu des résultats intéressants. Je passe sur la suite, mais
l'interdiction de prescrire pour un médecin, c'est quand même énorme, quoi. Si vous voulez, c'est vraiment notre métier, nous. Donc, si on nous interdit de prescrire, on fait quoi? C'est un petit peu comme notre avocat ici. Si on a une justice à deux vitesses, on sert à quoi? Et pourtant. Donc voilà. Donc j'ai très vite rejoint une association qui s'appelait Laissons les médecins prescrire. Et puis, de là est arrivée la création du CSI avec des gens que vous connaissez, comme du Conseil scientifique indépendant, pour ceux qui ne connaissent pas, avec des gens comme Louis Fouché, le professeur Perron, Olivier Soulier, qui a été aussi donc, à l'initiative du SLS, notre regretté ami Olivier, et bien d'autres, je ne vais pas tous les citer, sinon je vais en oublier, Hélène, que vous avez vu tout à l'heure, Hélène Banoun, etc. Ce qui est intéressant, pourquoi je voulais faire cette introduction, parce que on vous a montré beaucoup de choses. Alors vous dites, si on est naïf, on dit c'est pas possible, ça ne peut pas être aussi gros. Ou alors, peut-être ils ne savaient pas. Alors forcément, aujourd'hui, en 2025, on sait, mais là, à l'époque, ils ne savaient pas. Ben non, manque de peau, on savait. Et ça a été l'objectif du Conseil scientifique indépendant, c'est de dire la science sans aucun, je dirais, prosélytisme et sans conflit d'intérêts, mais sans limite aussi. On a invité tous ceux qui voulaient bien venir. Certains n'ont jamais voulu venir, mais bon, tant pis. Surtout, on a essayé de démontrer, avec Vincent Pavant, qui est ici dans la salle sur un des stands, on a essayé de démontrer qu'on savait. Et on a voulu dire la science. Et vraiment la science. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler pendant 5 minutes. Donc, une chose est sûre, je ne sais pas ce que donneront les démarches juridiques, etc., mais personne ne pourra dire on ne savait pas, parce qu'on avait les chiffres, on avait démontré, on a démontré à l'époque, et toutes les vidéos du Conseil scientifique indépendant sont là pour le rappeler, comme malheureusement les phrases publiques dites sur BFM et autres sont là pour démontrer la manipulation. Alors évidemment, je ne sais pas ce que décidera la justice, ça ne me regarde pas, mais Jean-Jacques m'avait demandé de parler de liberté de prescription, et j'avais envie de vous rappeler une chose, pour l'avenir aussi, parce que, bon, c'est bien, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé, mais on fait quoi demain? On fait quoi aujourd'hui? On fait quoi pour les Covid longs? Il y aura une table ronde sur les Covid longs, donc on aura l'occasion d'en reparler. C'est très, très complexe, les Covid longs. Mais est-ce qu'on peut prescrire? Et j'adore parler de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, que les Français, il faut savoir que les Français sont très mauvais en anglais, ont traduit par la médecine basée sur les preuves. Donc déjà, ce n'est pas les preuves, c'est les évidences. Mais que veut dire le mot évidence en anglais? Et que veut dire l'evidence-based medicine qu'on nous oppose à nous, médecins, quand on veut prescrire? Est-ce que vous avez des preuves que ce que vous donnez est scientifiquement prouvé? Est-ce que c'est justifié, etc. Tout ce qu'on nous a reproché avec l'ivermectine et autres. Et donc, un jour, je me suis intéressé à l'evidence-based medicine et à son histoire. Et ça se trouve facilement, vous pouvez même aller sur Wikipédia. Il y a un très très bon article qui explique l'origine. Qui a créé cette evidence-based medicine? C'est les Canadiens. Et il faut savoir que ce n'est pas du tout ce qu'on nous oppose en France, et ce n'est pas du tout la traduction de ce que veulent nous imposer la doxa française, la doxa scientifique française. Parce qu'en réalité, l'evidence-based medicine, qui est une démarche absolument formidable, dont je me sers tous les jours, et je ne peux pas être accusé de ne pas faire d'evidence-based medicine, j'en fais vraiment tous les jours. C'est 3 cercles, c'est là où ma diapo me manque parce qu'elle est très joliment imagée, vous le retrouvez facilement sur le net. En fait, l'evidence-based medicine est basée sur 3 notions qui sont totalement identiques en importance, hein, qui sont équivalentes. La première, c'est la science. On a besoin de la science. Moi, je dis toujours, la médecine est un art basé sur la science. C'est un art. L'evidence-based medicine va vous le démontrer, mais basé sur la science. On ne peut pas rejeter la science, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et effectivement, je pense que notre discours public doit être toujours pesé. Et les mots doivent être vraiment bien mesurés. Et on a de la science. Mais toute la science. Très souvent, et on l'a vu largement avec le Covid, tout à l'heure, notre confrère, Maître Véran, nous l'a bien expliqué, nous l'a bien montré.
en France, on veut toujours se baser sur des études françaises, comme si on savait mieux que les autres. Alors, dès qu'un truc est vrai en France, ou soi-disant vrai, c'est vrai dans le monde entier. Ben non, l'ivermectine, contrairement à ce qu'il nous a dit, a été utilisé dans plein de pays de façon légale, de façon systématique, et on a des centaines d'études qui montrent que l'ivermectine fonctionne dans des cadres bien particuliers, etc. Je peux concevoir qu'on n'ait pas le droit de dire aujourd'hui l'ivermectine guérit le Covid, parce que c'est idiot. Le Covid est une maladie complexe, une maladie infectieuse, virale, qui déclenche une réaction immunitaire disproportionnée chez certaines personnes, et que c'est, d'ailleurs, j'ai en général tendance à dire que personne n'est mort du Covid. Les gens sont morts de la réaction immunitaire qu'ils ont fait au Covid. C'est d'ailleurs pour ça que le vaccin est une absurdité, parce que on a utilisé justement ce qui fait mourir les gens, la protéine spike, comme vaccin. Mais c'est un autre débat. Donc, il faut regarder la science, mais la science mondiale. On ne peut pas se limiter à la science qu'on veut nous imposer en France. Donc, le travail d'un médecin qui veut faire de l'evidence-based medicine, c'est de lire la science mondiale et d'essayer d'en tirer des conclusions. Alors, c'est vrai que malheureusement, on a des agences de santé en France qui nous imposent des conclusions. La Haute Autorité de Santé, l'ANSES, nous explique comment on doit penser. Mais en même temps, on a fait des études, quoi, si vous voulez. Sinon, il faut nous replacer tout de suite par des ordinateurs. Donc, voilà, je pense qu'il faudrait qu'on puisse, et ça, c'est un problème juridique, qu'on puisse de temps en temps se dire, mais attendez, vous me dites que ça, c'est. Alors, la Haute Autorité de Santé a dit que ça, mais quand même, on a telle et telle et telle étude. Bon. Donc, déjà, se baser sur la science mondiale et non pas sur une petite partie de la science. Mais l'evidence-based medicine, c'est bien plus que ça. Parce que le deuxième cercle de cette evidence-based medicine, c'est l'expérience du praticien. On ne peut pas prescrire un médicament le même à tout le monde, n'importe comment. Ça va dépendre des circonstances et de notre expérience. Moi, je sais que l'ivermectine, ça peut marcher parce que je l'ai constaté, comme Jean-Jacques, dans un certain nombre de Covid longs. Mais dans certains Covid longs, c'est une réactivation de l'Epstein-Barr virus, de l'EBV. Donc, à ce moment-là, l'ivermectine sera moins efficace, parce que l'ivermectine marche moins bien sur le virus de la mononucléose. Donc, il y aura un autre traitement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, voilà un traitement pour tout le monde. C'est pourtant ce qu'on nous impose, puisqu'on nous a imposé du Doliprane pour tout le monde et le vaccin pour tout le monde. Je rappelle à ce sujet qu'il n'existe aucune étude au monde qui prouve que le Doliprane est efficace dans le Covid. C'est-à-dire qu'on nous a tous imposé, et ce n'est pas le paracétamol, je vous rappelle, c'est le Doliprane qui a été mis en avant. Doliprane, Sanofi, Société française. Cherchez l'erreur. Mais on nous a imposé et conseillé à longueur d'émission le Doliprane. Pas une seule étude ne montre qu'il n'y a pas de danger à prendre le Doliprane. Ça n'a pas été publié. Ou cherchez là encore l'erreur sur les attitudes des agences sanitaires. Donc, on ne peut pas dissocier la science de l'expérience du médecin, parce que le médecin, dans son expérience, va savoir s'adapter au troisième cercle, qui est essentiel si on veut faire de la médecine humaine, qui sont les circonstances particulières du patient, ce que certains vont appeler le terrain. On n'aurait jamais dû faire des vaccins de type ARN à des gens qui ont un terrain à risque d'auto-immunité. Parce qu'on sait, déjà depuis 15 ans, que la protéine spike déclenche des phénomènes d'auto-immunité chez des gens qui sont prédisposés. Et l'evidence-based medicine, c'est donc la réunion de ces trois choses. La science, l'expérience du praticien qui peut du coup modifier ce que la science nous a montré de façon théorique, parce que la science, c'est toujours une courbe de Gauss, donc on raisonne sur une moyenne, mais beaucoup de gens ne sont pas dans la moyenne. Et la science et l'expérience du médecin qui doit s'adapter aux circonstances particulières du malade, et dans les circonstances particulières du malade, il y a sa volonté. Parce que je suis soignant, on m'impose une vaccination. On sait, et on savait déjà à l'époque, que la vaccination altruiste, c'est-à-dire pour protéger l'autre, n'est pas efficace. On peut dire que c'est important, ça a été dit, hein, un soignant, il doit se vacciner pour pouvoir rester à son poste, parce que si les soignants sont malades, il n'y aura plus personne pour soigner les gens. Okay, mais on peut choisir
la maladie plutôt que le vaccin. Et c'est vrai pour tous les vaccins, on peut dire ça de tous les vaccins. Pourquoi on n'a pas le droit de choisir la rougeole plutôt que le vaccin? Et ça, c'est un vrai problème d'evidence-based medicine, parce qu'on impose à des gens ce qu'ils doivent faire en santé, et ce n'est plus de l'evidence-based medicine, ça s'appelle du totalitarisme. Donc, ce que je voulais vous dire, et j'ai terminé, c'est qu'il existe une base de réflexion à la fois scientifique et intellectuelle qui s'appelle l'evidence-based medicine. Tout le monde s'en gargarise en France en disant il faut absolument traiter en fonction de l'evidence-based medicine. Maintenant, vous saurez que l'evidence-based medicine, ce n'est pas juste la science. C'est la science qu'on adapte aux circonstances particulières du patient en fonction de l'expérience du praticien. Et c'est là où on ne devrait pas condamner des gens comme Jean-Jacques, parce qu'il s'est servi de son expérience et de ce qu'il a lu de la science. Donc, il a fait de la véritable evidence-based medicine. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais malheureusement, la justice est plus compliquée, la justice ordinale encore plus, puisque vous savez que la justice ordinale a une particularité totalement illégale sur le plan des droits de l'homme. Elle est juge et partie. C'est l'ordre qui attaque, qui porte plainte, ils ont le droit, et c'est l'ordre qui juge. Donc, là encore, cherchez l'erreur. Merci de votre attention. Eh bien, Eric a bien résumé la journée. Alors, on va arriver à la fin du parcours. On va faire une petite vidéo amusante, ça va vous rappeler des souvenirs. Ensuite, après, on va donner la parole à Laurent Michaeli, qui est un sociologue, à qui on a demandé de comparer la manière dont on a traité de manière unilatérale les informations pendant le Covid. Et on a pris l'élection de Trump parce qu'il avait fait un article et je trouvais que c'était savoureux. Je ne suis pas un trumpiste convaincu du tout, loin s'en faut, mais c'est uniquement pour voir comment on peut, en France, toujours dire il y a les bons puis il y a les méchants, sans essayer de poser le débat. Donc la parole à... Alors d'abord la parole à quelqu'un d'autre que vous allez reconnaître. Allons-y. Faites confiance à vos autorités sanitaires. Faites confiance à l'Organisation mondiale de la santé. Faites confiance aux médias fiables et réputés qui ont fait leurs preuves en ce qui concerne l'exactitude des informations. La Chine semble avoir réussi un pari qui semblait impossible, savoir de contrôler une l'information sur Internet. Symboliquement, ils ont prouvé qu'on pouvait contrôler Internet. Ça, évidemment, ça a un impact sur tous les dictateurs locaux. Nous travaillons avec les plateformes en ligne et nous les encourageons à renforcer leurs efforts. Le meilleur moyen, concrètement, de contrôler Internet, c'est de contrôler les moteurs de recherche. Les plateformes facilitent l'accès aux sources officielles, telles que les autorités sanitaires, et elles rétrogradent ou suppriment les contenus préjudiciables, ainsi que les annonces trompeuses et abusives. Contrôler les moteurs de recherche, ça veut dire qu'on va faire passer à tous les moteurs de recherche des listes de mots-clés qu'on ne veut pas voir apparaître. Mais il faut aller plus loin. Les entreprises du secteur des médias sociaux doivent partager les informations avec la communauté des vérifications des faits, les fact-checkers, afin qu'ensemble, nous puissions démanteler ces rumeurs dangereuses. Nous continuerons à suivre de très près les mesures prises par les plateformes. Est-ce que ça n'a pas un réel impact de menacer notre approche d'occidentaux à l'information? À terme, ils sont en train de profondément modifier ce qu'est l'Internet. L'Internet a été conçu au départ comme un réseau non contrôlé, décentralisé, d'échange d'informations libres, indépendantes. Ceux qui répandent ces fausses informations exploitent la peur, cela doit cesser. Nous-mêmes, subrepticement, on ne voit plus l'Internet pareil. On ne voit plus l'Internet comme il y a 10 ans. On a intégré tous, en tant que citoyens français et américains, qu'effectivement, enlever certains mots, contrôler l'Internet, c'était quelque part normal. Ceux qui répandent de fausses informations peuvent vous faire du mal. La désinformation peut tuer. Mais ensemble, nous pouvons rétablir la vérité. Pour terminer après Laurent, il y aura 2 hommages qui seront rendus. L'un à cette devoir de mémoire. Réflexion, on va pas leur faire peur, les pauvres petits, ils veulent pas être, qu'ils aillent se faire foutre. François Berléand est venu la semaine dernière sur ce plateau et a déclaré les gens qui ne prennent pas le vaccin sont des crétins. Ah oui, oui.
Vous êtes d'accord avec moi? Je suis plus que d'accord avec François Berléand. C'est vrai? Oui. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc, moi, j'ai une démarche qui est très claire. C'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Et on est maintenant avec une cohorte de gens vaccinés sur la planète qui n'a jamais été aussi importante par rapport à un produit. On a plus d'1 milliard de gens qui ont été vaccinés. Sur le et en long terme, temps on ne connaît pas les cumulé, on a effets. énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Quand on additionne, en quelque sorte, le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Et oui, en effet, à ce stade, les élèves qui ne sont pas vaccinés seront isolés. Le pays de Pasteur est dans la rue contre les vaccins. Mais écoutez, il y en a vraiment qui sont stupides. C'est qu'on ne veut pas se faire vacciner, on change de métier. On se met en disponibilité, on change de métier. Vous dites, on ne veut pas se faire vacciner. Chez les soignants, on change de métier. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont aller frapper à la porte et dire mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres. C'est pas facile à mettre en place. Et si on dit vous devez d'abord assumer les frais prévisibles de votre hospitalisation dès votre entrée à l'hôpital, tout à coup, ça ferait, s'ils doivent vendre leur maison, etc., ça fera réfléchir du monde. Bien, c'était simplement pour vous rappeler la violence des propos de certains. Quand on demande qu'on puisse se parler calmement, posément, échanger les arguments les uns et les autres, ben, ça rappelle les souvenirs où on ne pouvait pas. Donc après, Laurent, on rend hommage à 2 personnalités importantes qui vous tiennent tous à cœur, j'en suis sûr. Le professeur Montagnier et puis Michel Rivasi, qui a mené un combat dantesque au niveau européen avec Virginie Geron, qu'on remerciera également. Et on laissera la parole à son attaché parlementaire. Laurent Michaeli. Mesdames et messieurs. Laurent Michaeli, pardon, je suis désolé. C'est un sociologue qui avait un blog sur Mediapart et qui a été, parce que ça ne correspondait pas à la ligne éditoriale de Mediapart, alors là, j'avoue que j'avais été soufflé quand j'avais vu ça, qui est quand même un journal d'investigation où vraiment les journalistes, en règle générale, font leur métier, ils pointus, ils prennent des risques parfois. Et bien là, Laurent, il avait le malheur de critiquer la politique du gouvernement. Et à la période du Covid, Mediapart avait décidé que ce n'était pas la période, c'était pas l'orientation de la rédaction. Je demande vraiment à Mediapart, vraiment, si vous pouviez faire un effort, comme beaucoup de médias, de vous dire, on a peut-être fait une erreur là, il faudrait peut-être quand même le réintégrer, ce serait vraiment, vraiment gentil de votre part. On y va. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs, en particulier au docteur Jean-Jacques Coulon, pour votre invitation. En ouverture de votre colloque, vous m'avez demandé de dire quelques mots sur le besoin actuel, de rappeler quelques principes fondamentaux sur lesquels il n'y a pas de débat démocratique possible en réalité. Alors, je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, comme hier, la liberté de penser et la démocratie sont menacées avant tout par les idéologies, c'est-à-dire les systèmes de croyances qui prétendent savoir par avance le vrai et le juste, et donc nous dire comment nous devons penser et comment nous devons nous comporter sous peine d'être stigmatisés comme un mauvais citoyen, un mauvais membre de la communauté. Alors ces systèmes de croyances, en quoi consistent les idéologies, il est important de préciser qu'ils peuvent être religieux ou laïques. Ça ne fait pas de réalité de différence majeure. Ils fonctionnent à peu près de la même manière, ils sont exclusifs, ils sont manichéens et discriminateurs, c'est-à-dire que on doit en être ou ne pas en être. Ils tracent comme ça une frontière entre eux et nous. Il y a les croyants d'un côté et les mécréants de l'autre, les gentils et les méchants, les bons et les mauvais citoyens. Alors chacun le comprend tout de suite si on fait référence au christianisme des siècles passés ou à l'islam actuel. Mais en réalité, la civilisation occidentale a produit aussi des idéologies laïques, des idéologies politiques, qui deviennent au fond des religions d'État laïques. Ça a été le cas avec le marxisme-léninisme au temps de l'URSS, le nazisme, le franquisme, le mussolinisme, pour évoquer ces régimes bien connus du milieu du XXe siècle. Mais c'était le cas aussi de l'idéologie républicaine en France, type Troisième République, et ses succédanés actuels. Il y a autre exemple d'idéologie, une idéologie qui existe dans le milieu scientifique et qui s'appelle le scientisme. C'est le système consiste à croire que la science non seulement va nous expliquer absolument tout du monde même, mais par ailleurs va nous dire aussi comment il faut nous comporter en société. Voilà. L'eugénisme a été un scientisme qui a marqué beaucoup l'histoire de la fin 19e, début 20e. Le covidisme, c'est la vision du monde qui a été imposée
aux citoyens en Occident durant la crise du Covid est aussi un scientisme exclusif et ségrégateur, comme toutes les idéologies, hein, partageant le monde comme ça, donc en deux, hein, entre les gentils et les méchants, stigmatisant, cherchant à réduire au silence ceux qui n'adhèrent pas à son discours et discriminant de mille façons. Voilà. Ceci se voit en fait partout et ceci filtre, oriente en permanence les informations, le débat, ou fait en sorte qu'il n'y ait pas de débat sur certaines questions. Mais c'est vrai en fait dans tous les domaines. Je vais prendre un exemple totalement différent. Comment penser la guerre en Ukraine depuis 2022 ? Il y a très clairement là aussi une vision très précise, comment dire, qui n'est pas du tout le reflet de la complexité, de la diversité du réel, hein, qui est un récit bien particulier, qui nous dit au fond depuis le début, la guerre c'est pas bien, hein, et deux, Poutine est très méchant, hein, c'est un fou dangereux qui nous menace en Europe. Hein. On voit ressurgir comme ça le vieux fantasme des chars russes, hein, qui défilent sur les Champs-Élysées. Bon, c'est assez ridicule intellectuellement, mais rien n'y fait. Hein. Évidemment que l'histoire est plus complexe, on doit le savoir, la géopolitique est plus complexe, voilà. Et pourtant, le fond du discours, c'est ça. Et ça a même produit, il faut s'en rappeler, un espèce de racisme anti-russe bête et méchant. Hein. Si vous vous en souvenez pas, je rappelle 2-3 petites choses, parce que c'est très significatif de comment les choses se passent. Du jour au lendemain, les sportifs russes étaient exclus des compétitions. Du jour au lendemain, les concerts programmant des auteurs classiques russes étaient annulés. Des auteurs, des écrivains russes, etc. Moi-même, dans mon métier au CNRS, je reçois un mail de mon directeur général me disant de cesser, si elles existaient, tout type de collaboration avec un quelconque collègue russe. Bon. Je trouve ça, pour vous dire les choses, assez idiot parce que contre-productif. À mon avis, s'il y a des gens qui apprécient et qui désirent la démocratie à l'occidentale, c'est plutôt parmi ces personnes qui voyagent, qui circulent, très lettrées, etc., on va les trouver. Voilà. Donc, sans faire comme ça du jour au lendemain des ennemis, ça me semble vraiment stupide. Alors, je m'arrête là, je pourrais continuer, je pourrais montrer la façon dont on présente l'évolution politique dans les démocraties occidentales, la façon dont on interprète les résultats électoraux, montrer comment le qualificatif de populisme fonctionne de la même manière que celui de complotiste, hein, pour discréditer par avance sans se poser des questions sur les motivations des électeurs, etc. Hein, la façon de... Dieu sait que je n'apprécie pas particulièrement M. Trump, mais comme l'a fait le journal Le Monde, titré que son élection, c'est le retour du fascisme en Occident, ça s'appelle un point Godwin, vous savez, c'est comme traiter quelqu'un de nazi, on ne peut plus rien dire, quoi. Voilà, c'est tout sauf une analyse, et c'est tout sauf un sérieux vis-à-vis, encore une fois, des centaines de millions de citoyens qui se prononcent dans ce qui est censé être le cœur de la démocratie, le vote. Voilà. Alors, je terminerai en disant simplement 2 choses, en rappelant 2 choses très classiques. Hein. La première, c'est ce besoin impérieux de penser la complexité. Voilà. Le monde n'est pas blanc ou noir, hein. Oui ou non, les gentils ou les méchants. Il faut penser cette complexité. Ça fait 50 ans qu'Edgar Morin essaie de nous le faire comprendre. Il faut se prémunir de tous les systèmes de pensée manichéens, quels qu'ils soient. Il faut accepter de ne pas tout savoir, de ne pas avoir réponse à tout, etc. Et surtout garder les yeux grands ouverts sur le réel, hein, sur les manifestations tangibles du réel. Et la deuxième chose que j'ai envie de rappeler, dans le contexte comme ça de pression, voire même de censure que nous subissons beaucoup ces dernières années, c'est le droit absolu, au fond, de chaque citoyen à penser par lui-même, hein, et à ne pas nécessairement suivre le troupeau. Voilà. C'est quand même un des fondements, une des libertés, une des conceptions fondamentales de l'homme qui est apparue à l'époque qu'on appelle les Lumières, au XVIIIe siècle. Sapere aude, hein, ose penser, et le courage de te servir de ton propre entendement, disait Emmanuel Kant dans son célèbre essai sur les Lumières. Eh bien, l'idéal démocratique, c'est en effet un idéal de liberté et d'émancipation pour les individus, ainsi qu'un idéal de délibération collective et de compromis sociaux pour vivre ensemble fraternellement avec nos différences. Voilà les petites choses que nous pensions utile de rappeler aujourd'hui. Bon colloque à tous. Les remerciements. Donc, les remerciements. Les remerciements. Non, après les remerciements. Faut que je retourne dans la trame. Bah alors, mais professeur Montagnier. J'aurais voulu avant, après. On met dans la trame. On a un principe au cours de nos rencontres et dans nos échanges, c'est d'inviter toutes les représentants des courants politiques qui nous aient ou pas soutenus. Donc, on a lancé l'invitation.
On va remercier des élus qui nous ont soutenus, des représentants syndicaux éventuellement qui nous ont soutenus, et un représentant de la, j'allais dire la France insoumise. Debout la France. Debout la France a eu la gentillesse de venir nous encourager. Oh, c'est bon. Merci. Bon, alors nous, c'est DLF, hein, Debout la France, d'accord? Oui. Non, la liste que vous avez en dessus, c'est toutes les personnes qu'on remercie. Pendant qu'il va parler, vous pouvez la lire tranquillement. Voilà. D'accord, oui, merci. Ok. Bien. Alors, donc effectivement, on est en bonne position avec Nicolas Dupont-Aignan. Bien. Véronique, oui, tu es là. Alors, écoutez, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis avec Véronique Rogez, notre déléguée à la santé au sein de Debout la France. Tout à l'heure, je parlerai un peu plus précisément de Véronique parce que tu es vraiment, ma chère Véronique, on le sait, un vrai danger public. Vous comprendrez pourquoi. Hein. Donc, tout d'abord, je vous transmets les amitiés et le bonjour de Nicolas Dupont-Aignan. Malheureusement, vous le comprenez, il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et donc, moi, en tant que secrétaire général, je le représente auprès de vous. Alors, je suis là depuis quasiment le début et vraiment, j'ai été très, très touché, ému par tout ce que j'ai entendu. Je vous avoue que, bon, il y a la politique, il y a tout ça, mais je ne vais pas vous parler de politique, c'est pas le sujet. Moi, je vais d'abord vous parler avec le cœur et avec mes tripes. Parce qu'effectivement, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, bon, je savais, ce que j'ai entendu sur les derniers intervenants, ça m'a encore chamboulé, ça m'a encore remué. Alors, on va faire un rapide retour sur ce que l'on vit depuis 5 ans. Souvenez-vous, il y a bientôt 5 ans, le locataire, je crois, de l'Élysée, il me semble, hein, locataire de l'Élysée nous a dit « Nous sommes en guerre ». Ah bon, en guerre? Attention, que se passe-t-il? On est en guerre contre une maladie, un virus, etc. Alors, qui dit mot guerre, tout de suite, on va faire peur. Vous voyez un peu, et je vous rejoins dans tout ce qui a été dit ce matin, utiliser la peur. Et on a bien vu que durant ces 5 années, beaucoup de nos concitoyens ont vécu avec la peur. Et quand vous vivez avec la peur, eh bien, vous perdez, je suis désolé, mais la raison. Pourquoi je dis ça? Parce que nous faisons partie de ces quelques, j'allais dire, irréductibles Gaulois. Oui, c'est vrai, mais surtout, nous sommes des irresponsables. Je suis responsable. D'accord? Tu es irresponsable. Pourquoi nous sommes irresponsables? Vous vous souvenez, à l'instant, on a vu tous les pimpins, tous les journaleux qui nous ont dit « Si vous n'allez pas vous faire vacciner, vous serez emmenés par des policiers, etc. etc. » D'accord? Bien, écoutez, non, on n'est pas passé à la picouse et on en est fiers. Pourquoi? Il y a un moment donné, vous savez, quand le soir, le locataire nous a dit « Nous sommes en guerre », je me dis « Toi, déjà, alors ça n'engage que moi, c'est ma façon de penser. Je me suis dit, tu emploies des termes, attention, danger, mais pas danger dans le sens que tu imagines. Je me méfie de ce que tu nous dis et de ce que tu vas nous imposer. Et voyez, nous enfermer, alors on n'a pas été le seul pays, c'est vrai, hein, on a été enfermés, on se faisait des petits mots, tiens, je vais sortir pendant 1 heure sur moins d'1 kilomètre, etc. Voilà ce qui s'est passé. Après, est arrivé le fameux mois de juillet 2021 où il nous a dit « Attention, attention, il y a les vaccins, c'est super génial, etc. » Bon, vous n'avez pas obligation de vous vacciner. Mais par contre, si vous voulez continuer à travailler, si vous voulez aller au restaurant, la corde sensible, quand j'entendais certaines personnes qui me disaient « Bah oui, je suis allé me faire injecter parce que je veux aller au restaurant ou au cinéma. » Bon, donc, pardon, je vais trop vite, oui. Je parle trop, oui. Donc, voilà, il y en a qui y sont passés. Et moi, je me souviens, puisque j'ai été tous les samedis après-midi, j'étais présent dans les mouvements du collectif de ma ville. On défilait, et quand je voyais toutes ces personnes en blouse blanche, vous voyez, et une personne que j'interroge me dit, vous savez, monsieur, ça fait 25 ans que je suis infirmière à l'hôpital de la ville. En mars-avril dernier, 2020, à 20h, on nous applaudissait. Aujourd'hui, en août 2021, je suis en arrêt maladie depuis 1 mois. Oui, bon problème de santé. Et j'ai reçu le courrier suivant des ressources humaines de mon hôpital. Et le courrier disait quoi? Imaginez une infirmière de 25 ans. Madame, si au 15 septembre, vous n'êtes pas vaccinée, vous êtes suspendue.
Si 30 jours après, vous n'êtes toujours pas vacciné, le Conseil de l'ordre se réserve le droit de vous poursuivre. Une infirmière, hein, d'accord? Bon. Et la cerise sur le gâteau, troisième chose, madame, vous avez interdiction d'exercer toute autre activité. Donc, cette infirmière, elle avait le choix à quoi? Soit se faire picouser, soit se se mettre la corde au cou. Voilà. Et puis, elle pouvait crever, excusez-moi les termes, mais c'est ça la réalité. Donc, effectivement, on agit. Je parle trop. Alors, maintenant, des vents positifs nous viennent de l'ouest de l'océan Atlantique et il se passe des choses. La vérité commence à éclater. J'ai plus de micro? Si? Avant, je ne m'entendais plus. Donc, effectivement, la vérité commence à éclater. Et par contre, chez nous, c'est très, très dur. La censure existe, est omniprésente. Par contre, effectivement, Véronique, notre déléguée à la santé, vous savez, Véronique est dangereuse. Pourquoi? Parce que Véronique, c'est un médecin généraliste. Elle a fait toute sa carrière dans son village, 1500 habitants, donc médecin de campagne, d'accord? 15, oh merde, 15 000? Oh bah, il me manquait un zéro, c'était une ville alors. Bon, donc, je savais que j'allais dire une bêtise. Donc, médecin de campagne, un médecin de toute sa carrière. Et du jour au lendemain, on lui dit, madame, vous avez décidé de prescrire d'autres médicaments qui ont fait leur preuve depuis des années, qui ont été évoqués tout à l'heure. Eh bien, madame, vous arrêtez. Vous mettez la clé sous la porte. D'accord? Et récemment, et c'est pour ça que je voulais que tu sois à mes côtés, récemment, dans sa région des Hauts-de-France, eh bien, Véronique a été convoquée auprès de la chambre disciplinaire. Voilà. Donc, vous voyez, et c'est ce qui était dit ce matin, ça n'arrête pas. Donc, soyons omniprésents, soyons toujours présents. Les vents favorables arrivent de l'Ouest, oui. Méfions-nous aussi de l'OMS. Vous savez, Trump a été évoqué. Il veut sortir de l'OMS. Je ne suis pas pour ou contre Trump, je m'en moque, ce n'est pas le propos. Mais vous savez que l'OMS veut devenir une autorité supranationale. C'est-à-dire que quand il y aura un virus dans un pays, le pays ne décidera plus. Et quand vous avez vu tout à l'heure la van der Leyen, d'accord, s'exprimer, eh bien, effectivement, le risque, c'est que désormais, nos médecins, etc., n'auront plus qu'une signature à apposer et ce sera tout le sujet de l'IA tout à l'heure. Donc, nous sommes tous ensemble, nous sommes des résistants et nous continuons le combat, mes chers amis. Merci. Alors, on vous a fait passer des diapos sur le professeur Luc Montagnier. Moi, je suis médecin. Donc, j'ai vraiment été choqué quand Luc Montagnier est décédé, le professeur, qu'on n'ait pas eu un hommage national. Franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment heurté et que les journalistes, les hommes politiques, les scientifiques, les médecins dans leur ensemble ne rendent pas hommage au professeur Luc Montagnier. Ça vous donne l'idée du mépris dans lequel on a considéré certains. Donc, on lui rend hommage. Merci beaucoup, professeur Montagnier, pour tout ce que vous avez fait et merci beaucoup pour tout ce que vous nous laissez aussi. Vous avez vu la liste? Vous avez eu la liste des remerciements, on ne va pas la refaire, hein, les collectivités territoriales, les gens qui nous ont aidé, la maire de Vierzon, collectivité territoriale, et les amis. Juste pour Louis Fouché, qui est une personne humaine, qui s'est battu pour dire la vérité, qui est durement sanctionné. Louis, moi je t'admire, tu m'as permis d'être indépendant d'esprit. Tu es un esprit éclairé et tolérant. J'ai qu'une chose à te dire, il faut que tu reprennes la médecine, il faut que tu redeviennes médecin animateur. La médecine de réanimation te manque et toi aussi tu lui manques. Allez, y arriver. Merci Louis et Carole. Donc on donne la parole pour le dernier intervenant à l'attaché parlementaire de Michel Rivasi, que vous connaissez tous probablement, qui avec Virginie Geron ont vraiment fait des choses importantes. Il va se présenter. Et donc, je tenais vraiment à remercier ce qui viennent. Elle a mené un combat fantastique. Elle nous a permis d'être éclairés. Et merci encore à tous les deux d'être venus, parce qu'en fait, non, il y a deux personnes qui vont parler. Mais je vous en prie. Bonjour, Charles-Maxence Laillé. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer, de travailler avec Michel Rivasi durant
plus de 15 ans, à partir des années 2005, et à ses côtés à Bruxelles à partir de 2009 en tant qu'assistant parlementaire. Et avant donc de vous partager quelques lignes, je laisse la parole également à Corinne Lalo, une journaliste, ex-journaliste de TF1, qui connaît Michel depuis 1986 et qui va aussi apporter quelques instants de témoignage personnel. Michel Rivasi était une amie depuis 1986, comme l'a dit Maxence. J'avais, à l'époque, été chez elle, réalisé un reportage sur la CRIRAD, c'est l'association d'analyse de la radioactivité qu'elle avait créée au moment du nuage de Tchernobyl. Et donc, j'avais proposé à TF1 un reportage pour expliquer comment les citoyens se mobilisaient pour mesurer la radioactivité et ne pas dépendre du discours politique. Parce qu'à l'époque, il y avait un monopole sur les analyses de radioactivité et il n'y avait que le monopole du gouvernement. Donc j'avais été, on avait fait le reportage, on l'avait diffusé et c'était la première fois qu'elle répondait à une interview télévisée, c'était sa première télévision. Et donc on est restés amis 37 ans et on avait encore des projets, on avait des projets de voyage et malheureusement elle est partie trop tôt. Vous le savez, elle est décédée brutalement d'une dissection aortique, c'est-à-dire une déchirure de l'aorte. Or, cela fait partie des effets secondaires des vaccins Covid. On ne pourra jamais affirmer que c'est la vaccination qui a provoqué cette dissection aortique, mais on ne pourra jamais l'exclure. Or, je ne trahis pas un secret, puisque elle-même l'avait dit publiquement, elle avait reçu 2 doses de vaccination. Donc, pour moi, personnellement, j'aurais toujours un doute, c'est tout. Elle me manque, et je pense qu'elle nous manque tous beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci vraiment. Merci Corinne. Nous en sommes là. Michel Rivasi est parti le 29 novembre 2023, un matin morne à Bruxelles. Elle est partie en paix, en douceur, au lendemain d'une soirée à son image, joyeuse, chaleureuse et amicale. Mais ce que Michel Rivasi a incarné continue de vivre en chacun d'entre nous, nous, militants et compagnons de route, et chez nombre de ses collègues élus et anonymes du Parlement européen à Bruxelles et qui ont côtoyé sa simplicité, son engagement et son intégrité. Par rapport aux lignes que je vais vous lire, c'est des choses qui ont été prélevées dans la déferlante d'hommages, les dizaines d'hommages que nous avons reçus suite à son départ. Michel Rivasi était aux côtés des invisibles, des silenciés, des méprisés. Elle ne baissait la tête devant aucun ennemi, et plus l'ennemi était puissant, plus sa détermination était forte. La pugnacité et le courage de Michel Rivasi se sont forgés en 1986, au lendemain de l'explosion de Tchernobyl, et que les autorités en France, engluées dans l'industrie du nucléaire, niaient toute contamination du territoire. Pour lutter contre le mensonge d'État et la désinformation ambiante officielle, il fallait une contre-enquête scientifique et citoyenne. Le CRIRAD, le Centre de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, était né. La commission. C'est ainsi que Michel s'est engagé. Avant que les socialistes ne viennent la chercher en 1997 pour devenir députée à l'Assemblée nationale, et avant d'être la première femme assignée au sein de l'OPEXT, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, un rapport en son nom sur la sûreté et les déchets nucléaires. Michel, elle nous manque. Elle est si vivante, si déterminée et toujours inventive et combattante. Une force et une énergie incroyables. Combien de fois ai-je entendu ces affirmations, encore à l'instant, ces derniers mois et encore aujourd'hui? Mais Michel, la visionnaire et la femme remarquable qui voyait les failles du système, est encore là. La CRIRAD est encore là. Le CRIREM est encore là. L'association Zone Blanche est encore là. Le film La méthode Rivasi existe. Et le prix Michel Rivasi auquel je participe et qui prépare la diffusion de ses lignes directrices et de ses critères de sélection va continuer son action de soutien à la société civile, aux lanceurs d'alerte, aux victimes invisibles, aux droits fondamentaux et à la justice sanitaire. Les actes de Michel Rivasi, le chemin qu'elle a tracé, continuent d'être cités, aujourd'hui encore, de nous habiter et de résonner dans l'espace public. Et peut-être encore plus qu'avant, alors que les injustices s'acharnent et que les tromperies pullulent.
Attention aux fake news. Ne succombons pas à cette tentation. Ne vous laissez pas prendre au piège des informations terriblement séduisantes ou rabâchées dans la caisse de résonance des réseaux sociaux. Ne vous laissez pas leurrer par des intitulés fracassants qui vont dans le sens de vos désirs, de vos attentes ou de vos croyances. Ne croyez personne, mais écoutez tout le monde et vérifiez toujours. Vérifiez, vérifiez et vérifiez encore. Vérifiez qui parle. Regardez quelles sont les sources mises en avant. Vérifiez de quand date l'information ou le post que vous partagez. Et vérifiez aussi la solidité des preuves mises en avant. S'agit-il d'indices, d'hypothèses, de présomptions, d'une opinion personnelle ou d'un biais de confirmation? Bref, attention aux fake news et d'où qu'elles proviennent. Je pense en particulier à un tweet que nombre d'entre vous avez peut-être sans doute vu passer sur X, celui d'un rapport explosif sur le Covid qui devait être publié le 15 décembre 2023. Qui a vu ce message parmi vous dans la salle? Quelques-uns? Ce message est un mensonge. Il n'y a jamais eu de rapport prévu ce jour-là, ni de communiqué de presse, ni de réunion à huis clos avec des informateurs, des juristes ou des hauts fonctionnaires de la commission. Rien de rien. Propager cette fake news ne fait que donner du buzz et servir les intérêts de ces infâmes profiteurs. Chacune des informations que nous diffusions depuis Bruxelles ou que Michel relayait avait été vérifiée par au moins 3 sources différentes, via les données de la littérature scientifique, via les révélations des lanceurs d'alerte et via l'avis d'experts issus du système ou indépendants. Et en plus, il y a toujours un 4e mousquetaire, via les signaux faibles qui remontaient du terrain. Michel Rivasi était une chercheuse d'exception, l'une des plus jeunes bachelières de France, normalienne, agrégée de biologie et spécialiste de la pédagogie des sciences. Michel Rivasi était une enseignante de conviction et Michel Rivasi était une citoyenne avertie. Elle n'a jamais cessé de nous dire, voire de nous prévenir, la puissance de l'État doit être au service des citoyens, tout comme les élus d'ailleurs qui sont censés incarner ce contre-pouvoir démocratique au service du vivre ensemble, de la défense du vivant et du respect des droits fondamentaux. Le droit à l'information et à la transparence des données sont les ingrédients d'une démocratie en bonne santé. Tu savais ajouter ce petit plus qui redonnait de l'espoir et dégageait des ouvertures. Désolé. Tu seras fier de nous. Nous te faisons la promesse de continuer la lutte pour prolonger ton engagement. La réussite, c'est penser collectif. Tout seul, isolé, nous ne parviendrons à rien. C'est aussi se demander, au fond, de quoi avons-nous peur? Qu'avons-nous à craindre, en fait? La force de ton courage et ton inspiration reposaient sur cette lucidité. À nous de jouer. Rien n'est impossible. Exerçons notre devoir de responsabilité. Ensemble, nous gagnerons. Merci de votre attention. On me dit que c'est l'heure d'aller manger. Non, mais plus de micro. Il n'y a plus de micro. Ah. Je t'ai coupé le micro. Attends. On me dit que c'est l'heure d'aller manger. Ouais, il est allumé. Il est allumé. Donc vous pouvez aller manger si vous voulez. Et ben bon appétit. Et donc on reprend à 2h, c'est ça? 14h. Ouais. 14h. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller manger. Tu veux dire, t'assumes ce que tu dis? Non, qui s'occupe de l'après-midi.